Bonjour et bienvenue dans Faites entrer le film, épisode spécial numéro 3. Ça va les gars? Oh la vache. Salut Olivier. Salut Kev. Salut Vivien. Salut Kev. Aujourd'hui nous avons un invité spécial qui n'est autre que Paul de Corn Pop, si je dis pas de conneries. Oui, Comment c'est bien ça va ça. Paul? Ça va bien, merci beaucoup pour l'invitation. De rien, ça fait plaisir. Donc c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Pour le moment tu fais essentiellement des rétrospectives sur des sagas d'horreur. Mais j'ai vu que tu allais te diversifier. Exactement, voilà, c'est ça. Je vais, par exemple, là, je suis en train de travailler sur la saga Terminator. Et voilà. Je voulais faire Spider-Man parce que bon, c'était le bon moment, mais j'ai pas trouvé du bon contenu. Enfin, si, il y en a du contenu, mais je trouve pas ça très intéressant. Et puis tout a été déjà dit, je pense, sur YouTube, donc je suis passé à autre chose. Mais du coup, oui, sur cette chaîne, voilà, je compte pas que parler des films d'horreur. Et j'essaye de voir un petit peu ce que je peux faire, des vidéos un peu plus courtes à côté, parce qu'à chaque fois c'est du 20 minutes, 30 minutes. Mais tout en, voilà, je pense à des concepts aussi où il y aura plein d'anecdotes et tout ça, mais un peu plus léger quand même, voilà. Ah bah c'est sympa. Et fun fact, hein, tu nous as invités à faire des voix dans un de tes épisodes. Tout à fait, ouais, voilà, c'est ça, sur la 4ème vidéo, la partie 4, et vous faites les petits critiques de Cult et de Curse of Chucky. Donc les copains et les copines qui nous écoutent, oui. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne, regarder, liker, tout ça. Hein. S'abonner, partager. Ouais. De Kali et voilà. Hein, en vrai, si on l'invite, c'est parce qu'on l'aime bien. Hein. Bon, c'est très gentil. Donc tu vas rentrer dans notre univers qui est pas très simple, mais c'est pas grave. Qui est complètement débile. Ouais, c'est ça. Bon les garçons, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va. Bon, Olivier, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons suivre les aventures d'un film issu de l'union improbable d'un best-seller de Stephen King et d'un film de Brian De Palma. Nous en ferons un bon, gros et un grand film de merde. Oui, c'est bien ça. Voilà. Kevin? Moi, je valide pas, je m'en bats les couilles. Je ne valide pas cette intro. Donc, c'est Carrie, un film de Kimberly Peirce. Avec Chloé Grace Moretz, Julianne Moore, Judy Greer, Gabriella Wilde, Portia Doubleday, Alex Russell, plein d'acteurs qu'on en a rien à branler parce qu'ils ne jouent mal. Oh là là. Un film donc sorti en 2013 de 30 millions de dollars. Putain, ça fait mal. Non, c'est bien. Non, je sais pas pour ce genre de film, pas vraiment. De 100 minutes, et c'est budget, surtout un film interdit aux moins de 18 ans lors de sa sortie en salle. Ah ouais. Donc Vivien, t'as plus de 18 ans, donc t'as pu le voir, ça fait plaisir. Et est-ce qu'il a fonctionné au box-office? Je sais pas, j'ai pas les trucs là. Je pense pas, hein. Je pense qu'il a fait il a fonctionné au box-office. Il a cartonné. Ouais, attends, il a fait 82 millions, c'est pas ouf, hein. Ah, il triple presque son budget initial, donc c'est une réussite commerciale. Mais c'est pas une réussite critique en tout cas. Hein. Ah non. Je suis sûr que Paul a plein de choses à dire de plein de petits trucs croustillants à dire et à ajouter sur en France, il y a 234 224 personnes qui sont allées le voir et j'espère qu'on en a qui nous écoutent parce que j'aimerais bien avoir leur retour en commentaire. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de ce film. J'ai un plan que Olivier m'a niqué. J'ai un plan pour qu'on parce que moi je voulais qu'on explique pourquoi et comment ce film était pourri. Mais c'est pour ça que je voulais pas que tu dises film de merde dans ton intro. Donc... En même temps, les gens, ils ont lu le titre, hein, il n'y a pas de vanne. Carrie, la vengeance, déjà, le titre est débile. Ouais, mais regarde, par exemple, pour un petit choisis ton destin, ça allait en vrai. Voilà. Ouais, mais bon, Vivien, à toi pour la première scène. Eh bien, écoute, le film s'ouvre sur des cris sortant d'une maison. On va suivre une caméra qui va être un peu la seule caméra qui bouge tout le long du film. Et qui va s'arrêter sur une porte un peu trop... au point qu'on a l'impression qu'il y a un truc avec cette porte, mais en fait, il n'y a rien du tout pour l'instant. On va suivre des traces de sang et d'eau un peu par terre, pendant qu'on entend une femme souffrir dans le fond. Dans le fond d'où? Dans le fond d'un lit, où elle sera en train de paniquer parce qu'elle saigne de partout. Elle pense mourir, mais en fait, elle donne naissance à un petit diable, un petit bébé, qu'elle va s'apprêter à tuer au nom du Seigneur, du Père, du Fils et de la maison Gucci. Mais au final, elle ne va pas le faire, elle va résister. Bienvenue dans Carrie. Alors,
premier petit. Elle s'en empêche elle-même ou c'est le bébé qui l'arrête? Ah bah c'est le bébé avec ses gros bras. Hein. Ah ouais, attends, c'est le bébé moche, je pense. Non, je c'est pense pas que le... ce soit Ah, le tu bébé veux dire par rapport à à la suite du film? Ouais. Non, je pense pas, non. Non, parce que Carrie, disons-le tout de suite, Carrie fait partie des X-Men. Carrie est une sorcière. Sorcière badass quand même. Enfin, badass. Elle contrôle la force. Elle contrôle la force. Elle est née dans une galaxie lointaine il y a très longtemps. Voilà, c'est tout. Aux États-Unis, quoi. La révélation de ses pouvoirs arrive au moment où elle devient femme. Donc je pense pas que le bébé avait déjà des pouvoirs. Enfin, c'est le pitch un peu même du bouquin. Là, au moment où elle a ses règles et qu'elle est choquée par ça, ça va déclencher après ses pouvoirs de télépathie, télékinésie, télévision. Oui, parce que pour regarder ce film, il ne faut pas être hématophobe. Bon, traduis-le s'il te plaît pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. L'hématophobie est la peur du sang. Héma pour sang et phobie pour peur. Alors Emma, c'est un magasin, mais bon, c'est pas grave. Et moi, j'ai juste une question. Avant qu'on rentre directement dans le film et qu'on s'y attaque, j'aimerais savoir pourquoi, Paul, tu as choisi ce film et tu nous as fait endurer ça. Alors, parce que... Bon, alors déjà, j'ai pas choisi que ce film. Enfin, je vous ai adressé une petite liste. Et donc, c'est un peu aussi votre choix à vous, hein, déjà. Comment il retourne le truc. Non, et puis je trouvais ça intéressant, justement. En fait, je suis rempli de haine. Et donc, je voulais déverser ma haine pour ce premier épisode, comme ça, à l'impro, comme ça, avec vous. Voilà, tout simplement. Je voulais voir toute votre haine et mélanger tout ça avec vous, tout simplement. Je trouvais ça rigolo. Donc le film, on va attaquer le film commence, il y a une histoire avec la piscine, tout ça. Et moi j'aimerais beaucoup que Paul, tu me parles de le traumatisme de Carrie et de cette scène. Le traumatisme? C'est-à-dire le moment où elle rate elle prend sa douche, et il y a des plans un peu trop suggestifs je trouve pour une gamine, mais après ce n'est que mon avis. Ah mais oui, du coup elle était mineure. Ah bah elle avait 16 ans. Ah oui, elle a 16 ans là, le personnage a 16 ans. Donc en fait, tu veux que je te raconte un petit peu la scène, comment ça se passe? Voilà. D'accord. Bon ben en fait, on a un plan mal filmé parce que bon, comme tu l'as dit au début, la caméra ne s'est pas trop bougée dans ce film. Et en fait, bon, elle se douche tranquillement et tout ça, évidemment toute seule dans son coin. Et là, il arrive ce qui devait arriver. Elle a du sang qui coule sur ses cuisses. Et là, elle ne sait pas ce qui se passe. Tout d'un coup, elle panique, elle pense qu'elle va mourir, donc elle va vers ses camarades qui la détestent, qui est bizuté toute l'année vers elle. Et donc, et là, tout d'un coup, elle subit de la moquerie parce qu'en fait, elle ne comprend pas qu'en fait, c'est juste des règles, c'est naturel. Et donc, elle se fait encore une fois humilier devant toute la classe. Pour contextualiser le lieu, en fait, les filles sont au lycée, elles viennent de finir leur session de sport, et c'est des douches communes. Toutes les filles apparemment se douchent en même temps, et Carrie va se doucher seule, de par son éducation, il ne faut pas qu'elle montre son corps, etc. Et elle va se doucher seule une fois que sa classe, elle, a terminé de prendre leur douche, qu'elles sont dans les vestiaires. Et c'est là qu'après, elle va découvrir qu'elle a du sang, etc., pour revenir sur ce qu'a dit Paul. Et alors, oui, il y a des plans ultra suggestifs, t'as raison Kevin, ce que tu disais il y a quelques minutes. Enfin, les plans lavage les plans savon de la gamine, c'est pas un film érotique qu'on est en train de faire. Ouais, je trouve ça ultra déplacé en vrai, parce que ça aurait pu être amené d'autres façons. Quand on voit un truc tout con, il y a une image où le savon tombe au sol et il y a des traces de sang. Ses mains ont des traces de sang, donc on comprend ce qui se passe. On n'est pas obligé de filmer ses cuisses. Son nombril, etc. Oui, c'était un peu trop suggestif pour une lycéenne. Je trouve que ça n'avait pas tellement sa place. Et pourtant, dans la première adaptation de Brian De Palma, il y a quand même une scène plus osée. Enfin, on voit vraiment toutes les filles toutes nues, mais c'est montré d'une façon plus sensuelle. Enfin, je sais pas comment dire ça. En gros, il y a pas ce truc érotique, en gros. Bah c'est ça, c'était filmé de manière naturelle et décomplexée en fait, des filles qui se lavent. On n'est pas dans une pub au bao où la nana elle est en train de se tripoter en prenant sa douche, tu vois. On n'est pas là pour vendre du savon. Et alors que moi ça m'a fait cet effet-là en voyant, il y a rien, on voit rien, il n'y a pas un morceau de téton, il se passe rien. Mais la façon de filmer juste certaines parties du corps de l'actrice. Ouais, voilà, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais c'est vrai, c'est gênant. Je trouve que ça n'a pas sa place. Il y avait d'autres.
Il y avait d'autres moyens de faire comprendre ce qui s'y passait sans en passer par là. Mais comme a dit Paul, hein, tout du long de façon du film, son plus gros souci qu'on va retrouver, c'est que la caméra, elle bégaye. Et la caméra, enfin, il se passe rien. La caméra, elle avance, elle filme des plans fixes. Il n'y a aucune intention de réalisation. Vraiment, la caméra, elle est là pour filmer des gens en train de dire des trucs. Après, pour la différence sur la nudité, c'est aussi une différence tout simplement de période. Dans les années avant les années 80-90. Ah, période, règle, je comprends. Ah, c'est marrant. Avant les années 90, les films d'horreur, si t'avais pas une scène avec des nichons, t'étais pas un film d'horreur. Aujourd'hui, il y a pratiquement plus ça parce qu'on est dans une autre époque. Et du coup, je trouve que cette scène-là, en fait, elle est pas déplacée dans le sujet du film. Et je la trouve particulièrement soft. Après, bon, l'actrice était peut-être mineure, mais ça peut arriver de changer le corps d'une actrice, justement, parce que mineure, tout ça, voilà. C'est des inserts voilà, après. C'est ça. Donc, donc je trouve ça plutôt soft, en fait. Et parce que le sujet du film, c'est quand même ça, quoi. C'est quand même le fait qu'elle devienne femme. Et après, c'est vrai que la façon dont c'est filmé, ça a un peu décalé. Mais un plan d'ensemble dans les vestiaires de filles dans un film qui parle de ça, je sais pas, j'ai trouvé ça plus soft en fait que non mais en vrai c'est surtout que tu changes la musique de cette scène, enfin tu sais, tu mets un truc un peu plus sensuel, ah bah ça t'as une passe pub crème, Ushuaïa, voilà, c'est ça le problème en fait. Moi qu'elle se douche et qu'elle se rende compte à ce moment-là qu'elle a ses règles, le propos il est ultra intéressant et puis ça fait partie du film, je veux dire, il n'y a pas de problème. C'est juste que moi, ça m'a un poil dérangé. Après, le truc, c'est qu'il a le cul entre deux chaises. Il veut tout montrer et en même temps, il montre rien. Donc voilà, c'est ça. C'est et pourtant, plus tard dans le film, on va voir qu'ils vont aller beaucoup plus, par contre, dans le gore. C'est-à-dire, en gros, on veut pas montrer des seins ou le corps d'une femme qui est totalement naturel, mais par contre, pour bien montrer tout ce qui est les accidents, tout l'impact et tous les gens, tout ce qui se prennent dans la gueule, enfin ça par contre, ça ils veulent bien le montrer, quoi, y a pas de souci. Ah mais ça c'est toute la perversion de la du côté puritain américain, c'est-à-dire que montrer un téton on ne peut pas, par contre une tête qui explose moyennant une interdiction aux moins de 17-18 ans, etc., ça y a pas de problème. C'est là qu'est tout le paradoxe en fait, et dans ce film là, et tu dis bien Paul, c'est tout à fait ça, on va rien montrer de sexuel et de naturel surtout. Voilà, mais arrête avec tes guillemets, putain. De naturel. T'as le droit de dire les choses hein. Oui, c'est vrai. Mais par contre, oui, des têtes qui explosent, des bras pétés, des gars qui se font coincer des corps démembrés, ça on va t'en donner pas mal tout au long du film, surtout à la fin, beaucoup plus facilement que des scènes de nus naturels. Honnêtement, entre la nudité et la violence gore pure, l'homme, avec un grand H, hein, j'entends l'espèce humaine, est attiré par ces choses-là. Mais autant par l'un que par l'autre, en fait. Qu'on te dise, tu vas voir un boulard ou tu vas voir des gens démembrés, le type n'a pas à faire de choix, parce que l'un ou l'autre, pour lui, ça provoque la même chose dans son cerveau. Je me branle sur un boulard, je regarde du gore. C'est pas vraiment différent en fait. Il y a le même esprit de voyeurisme en fait dans la tête de l'homme. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, mais bon, après, ça n'a pas le même effet sur... ah non, sur au final, ça a pas le même effet sur les envies. C'est sûr que t'as pas envie de te branler sur une tête décapitée. Et encore... S'il vous plaît, j'aimerais qu'on ne juge pas les gens, d'accord ? Non, mais on ne juge pas les gens. Je veux juste dire que... Ed Camper, on pense à toi. Mon héros. Je veux juste dire que l'être humain est voyeur et qu'on lui propose de la nudité ou du gore, surtout aujourd'hui dans les films d'horreur et tout ça, au final, l'envie d'aller regarder est plus forte pour l'un ou pour l'autre que s'il n'y avait aucun des deux. Ça, pour le coup, moi aussi. Si on regarde, oui, et puis si on regarde des films d'horreur, c'est un peu pour ça, surtout en ce moment, surtout aujourd'hui. Ouais, cette nouvelle vague où plus ça va dans le gore. Je veux dire, c'est qu'il y a un public quand même. Et comme on dit, comme tu disais toi, je crois, Vivien sur Hit, le fait de voir des gamins se faire défoncer. C'était ce que t'attendais du film, et le fait qu'il te donne ça, bah t'étais satisfait. Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Et bah là c'est pareil, enfin là on va voir que le film nous montre que de la merde, mais il y a du sang quoi. Il y a du sang, ouais, c'est ça, il y a énormément d'hémoglobine.
Mais il y en a moins que dans Evil Dead. C'est pas compliqué. Hein. Evil Dead, on parle quand même d'une calamité de c'est quand sang. même moins. Oui. C'est vrai. Qui est sorti la même année, ceci dit, pour le en 2013, c'est bien ça. 2013. Ouais. Oui. Oui, 2013. Après, je pense qu'ils étaient un peu obligés quand même de mettre beaucoup de gore et tout, parce que quand même, on a eu 2013 justement, c'était après toutes les franchises comme Saw. Hostel, exactement, ouais. Ça allait, oui, ça y allait. Maintenant, tu sais, c'était plus la mode des slashers comme on a connu, où c'était vraiment plutôt censuré et tout ça. Là, on y allait à fond, quoi. On a eu cette vague avec Scream et tout ce qui a succédé, Scream et ses suites et tout ce qui a succédé. Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend, enfin beaucoup de trucs qui, souviens-toi l'été dernier, rappelons-nous que le tueur c'est un pêcheur. Comme ça, c'est la vague des années 90. Mais c'est ça, c'est la vague des néo-slashers en fait, 90-2000. Les remakes de Vendredi 13 qui étaient pas fous, Rob Zombie et son Halloween, en tout cas le premier qu'il a réalisé était vraiment Mortel cool, Saint-Valentin. C'était bien. Génial, Mortel Saint-Valentin, une pépite. Un classique. Et comme a dit Paul, on arrivait sur la fin, voilà, les slashers, c'est bon. On avait eu notre première vague dans les années 80, ça avait perdu son rythme. Scream a donné un nouveau souffle avec une méta, en expliquant la méta de ses films et en réexpliquant les mêmes en ouais, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Non, ça a pas duré longtemps. Et après, on a eu Saw, et Saw est le parfait exemple de ça, en fait. Saw, le premier, c'est presque un huis clos qui, sur plein de points, va plus te rappeler Seven, parce que c'est beaucoup plus suggéré que montré dans le Saw 1, et dès Saw 2 et ses suites, après, c'est devenu n'importe quoi. C'est vraiment devenu du torture porn. Mais après, Saw, le premier est bien plus psychologique aussi. Je vais pas m'exprimer sur Saw, parce que c'est vraiment une de mes séries de films policiers préférées, et que je pourrais défendre ces films, tous les films, sans problème. Mais c'est vrai que il y a un moment donné dans Saw, si tu vas voir le film pour du gore, t'auras du gore. Mais si tu vas voir le film pour la saga, tu vas réussir à avoir un autre plaisir. Mais oui, Saw, c'est faux. Enfin, même si je suis fan. C'est un bon exemple d'évolution. J'ai pas dit que j'étais pas fan dans mon cas. J'aime bien. Après, ça s'est un peu perdu. J'ai vraiment beaucoup d'affect pour le premier. Les autres, je les regarde parce que j'aime bien voir du gore, comme on disait. Mais on voit bien l'évolution du truc en fait. Le premier te présentait des choses obscènes dans les faits, mais ne te les montrait pas. Il n'y avait pas le show don't tell, on te les exposait très brièvement, surtout à l'oral, mais on voyait pas grand-chose en fait dans le premier saut. Et dès le deuxième, après voilà, et ça ne fait que monter en puissance, et les jeux sont de plus en plus sadiques, et il y a de plus en plus de sang. C'est vrai qu'en fait... Donc, c'est vrai qu'on parlait de ça aujourd'hui. Oui, voilà. Merde, putain, oui, bien joué Paul. En plus, c'est moi qui ai lancé là le truc sur les remakes et tout ça. Mais non, ce que je voulais dire par rapport à Carrie, c'est qu'effectivement, ouais, ils étaient forcés du coup de jouer sur ça, mais je trouve que du coup, ça ne va pas avec l'esprit de Carrie, parce que c'est plus sur la torture mentale, voilà, c'est vraiment... alors que là, voilà, ils ont vraiment joué sur les deux, mais plus sur le graphisme. En vrai, oui, mais je pense qu'ils auraient pu faire un truc sympa, on va expliquer pourquoi plus tard, mais oui. Je pense que le réal ne savait pas où il allait, surtout... C'est ça, surtout que en fait Carrie va dans ce remake là, celui dont on parle, il va reprendre des morceaux du livre qui n'étaient pas dans le film de De Palma, et il va prendre des morceaux du film de De Palma qui ne sont pas dans le livre d'origine, et il va mixer ça pour refaire un film. Donc c'est un remake. C'est très étrange comme c'est plus un remake, mais ça en soi ça me dérange pas, tu sais, qu'il adapte à sa sauce un peu, c'est juste qu'il le fait mal. Mais donc là on va voir, parce que dans cette espèce de film où Carrie est dépeinte comme une victime donc que ce soit au lycée ou dans sa vie familiale, on va pouvoir voir émerger deux antagonistes. T'as la connasse, Chris. Je sais pas comment elle s'appelle. Chris, voilà. Et t'as sa mère. Et je sais pas comment elle s'appelle. Et c'est sa mère. Et moi j'aimerais bien que, donc Vivien, vu que t'as l'air à fond, tu explique-moi Chris, qui c'est, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle nous casse les couilles, tout ça. Alors, Chris, joué par Portia Doubleday, que vous avez peut-être déjà vu dans Mr. Robot. C'est une jeune fille c'est celle qui va filmer la scène de l'humiliation dans les douches, et qui est un peu le cliché du personnage qui a tout ce qu'il veut dans sa vie, un bon mec, même si on va en reparler de son mec parce que c'est très étrange la façon dont je trouve il est géré. Elle a
un père qui a l'air riche et qui essaye de la sortir des situations un peu, même si pas trop. Et au final, elle va être interdite du bal de prom parce que elle a filmé la scène, tout ça. Enfin voilà, c'est une punition. Elle va vouloir se venger. Il est en ligne. Elle l'a mis en ligne. Oui, c'est vrai. Elle Ça, l'a c'est mis en ligne, une nouvelle ça, elle l'a mis en adaptation. ligne, On part vraiment dans une réflexion sur les réseaux sociaux, de ça, enfin très rapide, mais voilà, qui existe. Et donc c'est elle qui sera avec son copain, les grands méchants de Carrie, mais qui en fait seront grands méchants au début parce qu'elle était méchante, et à la fin parce que elle lui balance du sang dessus. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire, en fait, c'est juste la connasse de base que tu vois dans les films, la brunette au manteau de cuir et la gosse de riche. Ça, c'est la caricature de tous les films teenage qu'on a déjà vus, avec la connasse qui doit être pom-pom girl, que son père a de la thune, il doit être avocat ou un mec important, et qui se croit tout permis. Ouais, et c'est dommage parce que franchement, on développe jamais ce genre de personnage, alors que pourtant, justement, ça peut être vachement intéressant de voir pourquoi peut-être elle est comme ça, peut-être... Enfin, je sais pas. Ouais, il y a vraiment un truc. Peut-être parce qu'elle a un manque d'affection de ses parents. Mais en vrai, je pense que ce film, ne s'attarde pas sur ça parce qu'il ne s'attarde sur rien. Et... Mais il a pas le temps. Ah ouais, le et film, puis il a dure pas quoi, le 1 temps. heure... Il 100 file, minutes, j'ai dit, donc une. Tu vas y arriver. Ouais, c'est ça, 100 minutes. 1h40. 1h40. Donc, il a pas le temps. Déjà, on voit l'évolution de Carrie, mais une évolution dégueulasse. Ensuite, Paul, parle-moi du deuxième personnage très important sur la psyché de Carrie, donc sa maman. Ah, c'est génial de me demander ça alors que rien n'est prévu à la fin. La mère de Carrie, en fait, c'est juste une meuf complètement folle qui est ultra religieuse, qui est contre toute cette société, évidemment, de consommation. Alors, évidemment, il y aurait pu avoir un message, mais pas du tout. Voilà, c'est juste, en fait, une folle fan de Jésus. Et fan de Jésus. Et qui, ça a des posters de lui dans sa chambre et tout. Elle écoute ses sons en boucle. Voilà, c'est ça. Et elle adore enfermer du coup Carrie dans le placard pour qu'elle révise la Bible, tout simplement. Carrie, c'est Harry Potter. En fait. Voilà, ouais. C'est ça. Et que dire d'autre après par rapport à ça? Non, c'est juste en fait une femme recluse qui est pauvre évidemment, qui tape sa tête contre des murs. Oui, aussi c'est vrai. Quand elle est pas contente, elle tape sa tête contre les murs. Elle est ultra dérangée cette femme. Elle est dérangée et elle a... Non, mais qui, sincèrement, dans la scène d'intro qui nous présente la mère de Carrie au moment de son accouchement, qui, dans sa chambre, dans son tiroir de table de nuit, a un ciseau qui fait la taille de mon avant-bras? Je veux bien. Mais c'est une couturière. En vrai, ça s'explique. C'est une couturière. Putain, t'as donné un sens en 2 secondes. Bravo. C'est le seul sens du film. Voilà, c'est ça, exactement. En vrai, j'ai rien à dire. Moi, c'est vrai que ce ciseau m'a tué. Oui, moi aussi, quand j'ai vu le truc, j'ai fait putain, c'est un poignard. Et pourtant, il a pas tué le bébé. Non. Et pourtant, ce ciseau n'a pas tué le bébé. Donc, le ciseau qui est aussi non, mais le bébé. Ce qui est très impressionnant, intéressant avec ce personnage, même si c'est quand elle dit à Carrie, ouais, ton père, il est parti, et je croyais que t'étais un cancer. Oh la vache! Oh l'amour dans cette famille! Et puis, ça montre bien à quel point, vu qu'elle était... Moi, je le comprends vraiment, je le prends au premier degré, sa phrase, en fait. Parce que même au moment de l'accouchement, elle le dit, elle réutilise ce mot cancer. Soit c'est un manque de culture de dingue, parce qu'elle est enfermée dans une doctrine. Ce qui est possible, en vrai. Moi, je le prends comme ça, je le sens vraiment comme ça. Du coup, ça la rend très con, parce qu'en plus, ce qu'elle prône comme idée religieuse, c'est un amas de plein de choses. Parce que déjà, ce qu'elle raconte sur la Genèse et Adam et Ève, c'est de la merde. Et c'est quoi? C'est une espèce d'idéologie à moitié catholique, à moitié mormone, remixée ensemble. C'est très étrange. Et pourtant, je pense que la maman, en tout cas l'actrice, est celle qui est le plus dans son rôle. C'est Julianne Moore, je trouve. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est Julianne Moore. Je pense que c'est elle qui est le plus juste dans le ton. Je suis d'accord. Film. Bon, elle y va quand même à fond dans ce rôle. Ouais, je pense que pour être aussi timbré, il faut y aller à fond. Ouais, mais en fait, le problème avec ce film, c'est pour n'importe qui du coup dans ce film, mais il n'y a pas de subtilité. C'est ça le truc, tu vois. Il y a vraiment pas. Non. Là, c'est vraiment genre dès la scène d'intro, on voit qu'elle est complètement tarée. Enfin, elle est très marquée. Bon, ça encore, c'est très bien. Mais je sais pas, de là quand même à se faire du mal, tu sais, au moment où elle se fait saigner et tout. Enfin, je sais pas, je comprends pas trop. Tous les personnages sont dans les extrêmes en fait. Voilà, oui. Exactement.
Mais ça, pour le coup, qu'elle se fasse saigner, c'est un truc. Enfin, dans les Normal, religions. quoi. Non, mais pas normal, mais tu sais, dans les trucs, les mecs à Secte. fond dans la religion, et ouais, bah oui, là, à ce niveau-là, ouais. Ça arrive. Je veux dire. Et puis c'est un cliché Oui. de cinéma pour montrer que quelqu'un est investi dans sa religion jusqu'à en devenir endoctriné et donc à moitié fou ou folle. Il se mutile, c'est de l'automutilation. Et on va souvent utiliser ce gimmick-là au cinéma pour te montrer à quel point en fait la dérive sectaire a complètement bousillé Et son cerveau. Olivier, vu que aux deux autres, Oui. j'ai demandé un personnage, toi, j'aimerais bien que tu nous parles de la professeure. Ah, la professeure, donc la prof de sport, c'est un personnage qui est assez étrange, mais c'est un peu l'élément gentillesse du film. C'est-à-dire que elle est prof de sport, c'est elle qui va intervenir au moment où Carrie découvre son corps, ses règles et qu'elle se fait humilier avec le jet de tampons dans les douches et de serviettes hygiéniques, etc. C'est elle qui va mettre un frein à tout ça, qui va expliquer à Carrie, enfin ça c'est hors champ, on le montre pas, mais on comprend que voilà, elle lui a expliqué que c'était normal. Machin, qui va l'emmener auprès du principal de l'établissement pour que soit Carrie elle décide de dénoncer de raconter en fait ce qui s'est passé pour qu'il y ait une punition, enfin que ça reste pas impuni. Et tout du long du film, même si le rôle n'est pas très important, c'est elle qui va driver et punir les élèves responsables de l'humiliation et qui va un peu, c'est le seul personnage à peu près gentil en fait du film, qui va aider et essayer d'améliorer le quotidien de Carrie. Et elle ne sert qu'à Ouais. ça. Bah, elle est, Et pour le c'est coup, tout. elle et donc Sue, une adolescente, elles ont plus ou moins tous les deux ce côté. Ouais, mais on veut pas faire de mal à Carrie ou la repentance ou je sais pas quoi, mais de façon vraiment très différente. Là où la prof a un côté bien plus mature dans le truc du. La prof, elle a une approche Ouais. maternelle du problème avec Carrie, alors que Sue, c'est une élève qui était dans les douches et qui a humilié ou commencé à humilier Carrie et qui a eu des remords et qui s'est arrêté très vite de lui jeter des choses ou de l'invectiver. Et moi, j'ai envie de parler de ce plan que Sue va avoir avec son petit copain Tommy, Billy, je sais plus comment il s'appelle. Tommy, parce que Billy c'est le copain de Chris. Je crois. sers qu'à ça, moi, je sers à donner les prénoms. Mais non, tu sers à d'autres choses, Julien. C'est ça, c'est Des fois, tu vas nous chercher du café, arrête. Mais quelqu'un peut m'expliquer ce plan pour faire plaisir à Carrie dans le chemin de repentance de Sue, s'il vous plaît? Parce que ce plan, il est magique. Bon, je sais pas si je vais bien le raconter, mais je vais tenter, hein. Vas-y, bah, Tente. Paul, lance-toi! Ouais, non, tout simplement, elle propose à son petit copain, elle lui demande de l'amener au bal de promo parce que, en fait, elle se sent tellement mal qu'elle préfère en fait donner sa place finalement à Carrie et puis pour qu'elle connaisse, pour qu'elle sache ce que ça fait finalement d'avoir une soirée comme ça, à s'ouvrir un peu au monde et tout. Et son copain accepte bizarrement. C'est ça. Et donc, on est d'accord que c'est le plan le plus foireux de la Terre. Alors, c'est à la fois c'est pété comme plan, mais je comprends le chemin de rédemption, parce qu'il faut comprendre que pour ce couple-là, pour Sue et Tommy, Bah, c'est le pour truc Sue, le plus c'était important parce qu'elle important. voulait devenir la reine Voilà. du bal. Voilà, ça a l'air d'être une nana le personnage de Sue, ça a l'air d'être une étudiante qui a l'air d'être droite, hein, quand même, assez droite dans sa vie. Et le bal de promo, c'était un peu la récompense en fin d'année. Et en plus, il postulait pour être comment on dit, la Ouais, reine le du roi bal, et la la reine du princesse bal. Voilà, enfin, ce qui est de coutume aux États-Unis. Donc le fait qu'elle décide de céder sa place, Non, mais ça part d'une bonne ça- intention, on est d'accord. ça part d'une bonne intention. Et vu qu'elle a remarqué que Carrie avait un crush un peu sur son copain Tommy quand Tommy a pris sa défense à un moment en classe, l'idée est ouais, d'accord, ok, pourquoi pas, mais ça reste, c'est débile Bah ouais, mais après, comme plan, parce ça que reste des personnages de l'univers. Mais tu te dis que une gamine qui est ultra harcelée à l'école, qui a pas l'air très bien, qui est désociabilisée, désociabilisée, parce qu'elle a ouais. elle a aucun et tissu social. tu lui proposes d'aller avec le gars de l'école qui fait du lacrosse. J'ai jamais compris l'intérêt de ce sport et à quel point ça peut être. Les mecs qui font du lacrosse, c'est des stars ou quoi? Ça permet juste de donner le contraste entre la fille qui est recluse, la fille qui se fait... la fille qui est seule et qui est
peut-être la moins populaire du coup du bahut, et le mec le plus populaire du bahut. Ouais, mais le lacroche, tu comprends tout pas. Et donc, tu donnes à cette fille qui n'a rien et qui est personne dans ce lycée l'occasion de s'afficher avec la star du lycée. Alors que tu sais qu'elle a un crush sur ce mec-là, lui, il est là juste pour lui faire plaisir, il flirtouille un peu avec, mais tu sais très bien qu'après cette soirée, ça va être... Enfin, on le saura pas pour le coup, mais ça va être horrible psychologiquement. Bah ça, le film ne prend pas le temps de se poser la question en fait. Il se dit pas à un moment donné comment ça va se passer le lendemain en fait. Après, pour elle, dans quel état émotionnel. Parce que le mec qui avait écrit le scénario savait qu'il n'y avait pas de lendemain. Bah, c'est-à-dire qu'il y a deux choix. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Ils réfléchissent pas à la suite parce qu'ils savent la suite, c'est qu'il y en a pas. Mais de toute façon, il y aurait eu deux choix et c'est pour ça que ça n'a pas de sens. C'est pour ça que parfois, il faut réfléchir avant d'écrire des choses. C'est que le choix le plus probable, c'est Tommy a mis en cloque Sue, on va le savoir plus tard, et donc reviendra après cette soirée vers Sue, et donc Carrie ira très mal. Le deuxième choix, c'est Tommy tombe amoureux de Carrie, Sue devient toute seule et déteste Carrie, et ira très mal. Ça n'existe pas, soit c'est un suicide de couple, soit c'est en se repentant d'avoir fait quelque chose de mauvais, on fait quelque chose encore pire. Je pense qu'il y avait d'autres moyens pour Sue, sans lâcher sa place de promo et de balle de promo, il y avait d'autres moyens de tisser quelque chose avec Carrie et de au hasard, juste devenir ami. Le plan là. Ouais, voilà. Ce que lui parler déjà. Ouais, c'est ça, juste aller la voir comme ça, lui parler, s'excuser et je sais pas, l'accompagner et puis. Mais non, là c'est juste en fait pour un soir, en plus elle lui passe son copain, enfin, c'est hyper malsain. Et c'est vrai, après, on pense pas, après, ça va être encore pire le lendemain finalement. Parce qu'il y aura, il y aura encore les moqueries, et puis en plus de ça, elle sera encore plus amoureuse et elle aura pas le garçon. Génial. Ça, c'est une erreur de King, ça. Et en plus, son copain, enfin le Tommy, c'est vraiment un connard parce qu'elle lui dit ouais, je dois rentrer chez moi à 22h30. Il lui dit mais non, mais avec mes potes, après on va à Cavalière, viens avec nous et tout, on va s'amuser. Donc en plus, tu lui fais espérer vraiment monts et merveilles. Ou alors, lui, il espère monts et merveilles. Ouais, peut-être aussi, mais ouais, après c'est possible aussi, hein. Il n'est pas présenté comme un sombre connard. Du coup, il y a quelque chose qui ne colle pas avec le personnage. C'est-à-dire, il accepte le plan de Sue pour faire plaisir. D'ailleurs, il dit à Carrie, il lui dit non, mais on s'est mis d'accord. Je suis toujours avec Sue, mais je t'accompagne au bal. Ouais, mais il flirte trop avec, en fait. C'est ça, c'est clair. Il flirte. Il n'y a pas d'échange de baisers ou quoi que ce soit. Il flirte par le verbe un peu. Encore une fois, c'est une gamine qui a quand même des problèmes. Bah ouais. Et c'est pas aller dans son sens. C'est juste aller dans le sens du film. Donc tout ça, tout ce plan, c'est juste fait pour... C'est un scénario qui est fait de scénario. En vrai, ce film... Pourquoi vous faites ça? Il aurait dû s'appeler Carrie, le harcèlement, c'est pas comme ça qu'on fait. Et parce que vraiment, la seule qui a cette maturité, c'est la prof. Parce qu'elle va aller bien le voir... Tommy et Sue pour leur dire lui faites pas espérer des trucs qu'elle n'aura jamais. Mais bon, vu que c'est une prof, on l'écoute pas parce qu'on est au lycée. Moi, il y a un truc qui m'a fait rire aussi dans le film, c'est bon, Carrie prend conscience de ses pouvoirs très très vite et elle maîtrise ses pouvoirs très très vite ça, parce que le film n'a pas le temps. Je vous rappelle, le premier épisode, ça ne fonctionne pas aussi rapidement. En discutant avec ta sœur, en regardant le film, elle se rappelait un peu plus du livre que moi. Et moi, du coup, je sais plus. Oui, puis ta sœur a des pouvoirs, donc. Oui, ma sœur est une sorcière. Mais ça, faut pas dire. Ta sœur est une vampire, c'est différent. Mais au-delà de ça, je veux dire, elle, dans ses souvenirs du livre, elle se souvient pas que Carrie contrôlait ses pouvoirs et que justement au moment de la scène du bal quand ça explose, ses pouvoirs explosent mais qu'elle n'a pas le contrôle dessus. Là elle gère déjà assez facilement tout du long et ça va aller de maîtrise en maîtrise de plus en plus. Dans le film de Brian, si je peux l'appeler par son prénom. Vas-y, c'est un copain. C'est un copain. Non, dans le film de De Palma, Carrie n'a aucun contrôle sur ses pouvoirs. Quand elle commence à se rendre compte que elle peut interagir avec des objets, elle fait un peu de télékinésie, elle sait pas trop comment ça se passe, mais bon, ça l'inquiète pas plus que ça finalement, Carrie. Après, on parle quand même d'une fille qui connaissait pas l'existence des règles, tout ça, donc elle a aucune éducation sur ce qui est normal ou pas normal. C'est vrai. Et pour se renseigner sur tout ça, elle va au CDI.
Et c'est incroyable que dans ce CDI, moi je me souviens du CDI de quand j'étais au lycée. Non, alors là tu peux pas comparer. On parle d'une université américaine et toi tu parles du 9-3. D'un lycée américain. Mais c'est vrai que le CDI il est plus grand que ton lycée. Non, et puis surtout, moi dans mon CDI, le CDI, il y avait quand même beaucoup de trucs sur les études, les branches que tu pouvais suivre, Olivier. Au-delà du bac, machin. Non, si, c'est vrai. Et il y avait 2-3 journaux de Mickey parce qu'avec des BD sans trop de. Olivier, tu dis beaucoup, c'est 3 livres. Moi aussi j'étais dans le même CDI, merde. 93, tout ça. C'est pas. C'est beaucoup, oui, 3 livres là-bas, mais quand même. Et là, tu trouves de tout dans ce CDI. Livres sur la télékinésie, les pouvoirs magiques, les sorcières, les machins. Aucun problème. Et il y en a beaucoup. Mais moi, là, pour revenir à cette scène du CDI, on la voit quand elle est en train de lire, machin, il y a des regards, il y a un espèce de tout petit regard avec un mec qui a l'air d'être le photographe du lycée, parce qu'on le verra plus tard. Et même après, tu sais, qui va l'aider, qui va dire, bah tiens, ça, tu peux le mettre en plein écran. Oui, parce qu'elle découvre Internet, je me suis dit, elle fait des recherches aussi sur Internet. Ah, peut-être un crush. Parce qu'on l'a vu 2 fois en 2 scènes, je me suis dit, oh, peut-être un... Bon, bah non, en fait, c'est le genre de personnage qui va apparaître, où on va te mettre une importance plus ou moins forte dessus, et qui va disparaître sans aucune raison. Parce qu'il y a une importance. Oui, non, mais on le voit à la fin, mais on le remarque pas. Alors que là, dans la scène du CDI, on le remarque comme le gars qui a un crush sur Carrie, parce qu'il faut dire les choses. C'est le mec qui regarde Carrie, qui détourne le regard comme elle le fait. Donc il y a un truc. Mais ensuite, le scénario, il l'a effacé ou qu'est-ce qui s'est passé ? Attendez, mais vous voyez vraiment que le gars, il a un crush sur Carrie à un moment ? Bah ouais. Enfin non, il la regarde, il est intrigué par cette fille, Ouais, mais il le regarde pas d'une façon dégoûtée. Non, il la regarde comme s'il voulait la connaître. Et puis surtout après, tu sais, il va l'aider. Il lui dit, ouais, c'est comme ça que fait. Si tu vas pas aider quelqu'un si t'as pas envie de lui parler. Ouais, mais je pense surtout qu'aussi, il a peut-être vu aussi les livres ou les vidéos qu'elle regardait là avec la télékinésie, donc peut-être qu'il est un peu, un peu choqué. Oh, moi je dirais plus intéressé. Ouais, intéressé plutôt, oui. Ouais, mais ça va pas plus loin en fait, c'est ça le problème. Oui, c'est vrai. En plus, du coup, ça montre que, en fait, il y a quand même des gens qui peuvent être ouverts envers Carrie aussi, et qu'elle est vraiment, en fait, bon, évidemment, elle choisit un peu aussi d'être seule à cause de sa mère et tout ça qui l'a vraiment enfermée là-dedans. Mais il y a quand même des moments où elle peut du coup interagir avec d'autres personnes. Oui, tout à fait. Mais à chaque fois que ça va aller dans ce sens-là, le film il va te faire exactement. Une queue de poisson. En fait, c'est pas ça le sujet, quoi. En fait, en gros, c'est non, il faut arriver au bal et ils veulent rusher le bal, c'est ça. Ouais. Et le seul qu'elle laisse s'approcher de sa zone, c'est Tommy. Parce que même la prof, elle la rejette. Le mec là dont on voit 2 scènes et voilà, elle le rejette. Il n'y a que Tommy qu'elle rejette pas parce qu'elle a l'air d'avoir un crush et c'est le premier mec qui la défend en classe devant plein de gens. Donc voilà, ça l'émoustille peut-être un peu. Ça l'émoustille, on dirait un poisson. Encore une fois, je pense que émoustiller, oui, le terme est un peu marrant, mais je pense que c'est un peu ça. Le fait que quelqu'un prenne sa défense, que ce soit en plus un jeune homme, c'est quelque chose dont elle n'a pas l'habitude et c'est expliqué d'une manière très brève en une phrase au début du film. Quand tu comprends, c'est le principal, je crois, quand elle est après lui, il est tellement perdu. Ah ouais, mais le principal, il a une phrase à un moment donné, il dit que globalement, elle s'est retrouvée au collège ou au lycée parce que c'était obligatoire. Au départ, sa mère ne l'envoyait pas à l'école. Elle faisait l'école à la maison, si tu veux. Et elle a été obligée, d'un point de vue légal, de mettre sa fille au lycée ou au collège. Ça doit être au collège parce qu'après, Chris, plus tard dans le film, dit qu'elle aime pas Carrie depuis la 6e. Oui. Enfin, c'est traduit depuis le second cycle, en fait. Donc, je pense qu'elle y est, depuis au moins le 2e cycle scolaire. Mais... Et comme tu dis, oui, le principal, par contre, il est paumé et il joue sur plein de clichés. Tu sais, il ne peut pas dire tampon ou serviette hygiénique. Il est obligé de dire, oui, il vous achetez des non mais alors choses. Ça, par contre, c'est quelque chose que je comprends pas. C'était sûrement présent dans la version de Palma. Le fait que le principal soit un peu, comment dire... comme ça, il sait pas trop quel mot utiliser, ce qu'il peut dire, ce qu'il peut pas dire en présence de Carrie, tout ça. Mais là, on est en 2013. Et on n'est pas en 2013 de la date de sortie du film, non, on est en 2013 minimum, il y a YouTube, il y a tout ça. Enfin, je veux dire, ce tabou-là n'existe plus pour les personnes adultes. Enfin... Et surtout,
il est pas seul avec la gamine. Il est pas seul. Il est accompagné de la prof. Enfin, donc on peut même pas dire que c'est déplacé. Non, il y a pas de. Enfin, c'est bizarre quoi. C'est très étrange la façon dont on a géré ce personnage. Il a deux dizaines d'années de retard. Après aussi, il y a un plan sur, je crois, la jupe. Enfin, je sais plus si c'est une jupe ou un pantalon, ce qu'elle a, la prof. Et il voit qu'en fait, elle a la trace de sang des règles de Carrie sur elle. Et donc peut-être aussi il y a ce côté-là, mais effectivement oui, c'est vrai qu'il y a un décalage avec parce qu'en fait ils veulent faire hyper moderne, mais en même temps il y a toujours des personnages un peu il est complètement vieillot là. Ouais, mais ça pour le coup le personnage qui est très en retard, il peut être incarné juste avec la mère. C'est pas faux. En vrai, ce genre de discussion qui vont tourner autour des règles, etc., et où le personnage masculin, le plus souvent dans ce genre de contexte, ne va pas oser dire les choses parce que ça le gêne, parce que machin, c'est même pas tant un problème générationnel, c'est un cliché qu'on retrouve dans énormément de séries modernes, ou un peu moins modernes. C'est un gimmick dans le cinéma ou les séries américaines. Plein d'épisodes de Friends, par exemple, tournent autour de ce problème-là, en fait. Ils ne vont pas dire les mots, parce que ça les gêne, ça les machin. C'est une autre époque. Ouais, tu sais qu'ils avaient pas le droit à l'époque, même dans les pubs. D'ailleurs, tu parles de Friends, j'ai une petite anecdote. Courtney Cox, avant d'être dans cette série... Elle a joué dans Scrubs. Oui, mais c'est pas ça. Désolé. Et dans Scream. Et oui, et le 2, et le 3, et le 4. Et en fait, elle est apparue dans une pub, justement, pour des tampons. Et pour la toute première fois, elle a dit le mot dans une pub, et ça a fait polémique à l'époque. Voilà, c'est toute une différente époque. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus censé être un tabou, surtout au cinéma. Ou alors, peut-être, c'est un tabou dans des films récents qui parlent d'époques passées. Ou alors, c'est pas un tabou, parce que les films récents qui se passent dans l'époque récente, ça n'existe plus, ça. Je suis sûr que même dans l'autre série dont on parle, dans Lucifer, pour mettre une série récente, tu vois, je suis sûr, dans l'entièreté des épisodes sur les 6 saisons, qu'à un moment donné, tu vas avoir une discussion entre Lucifer et Chloé. Et il va y avoir, alors c'est peut-être pas les règles, ça va être autre chose, mais ça peut même être les préservatifs ou machin. Pourtant, c'est une série qui est très ouverte et sur le sexe assez libre, même si ça le montre pas, ils en jouent beaucoup. Et Lucifer lui-même va se sentir gêné d'utiliser les bons mots. Donc ça pourrait être les périodes, ça pourrait être n'importe quoi. Lucifer gêné d'utiliser des mots. On a vu la même série. Oui, gêné d'utiliser. Oui, mais de parler des règles, je pense que dans une série même moderne, où il va y avoir un personnage masculin, il va pas se sentir à l'aise. Ça, c'est un vrai problème. Et dans Friends, c'était pour revenir sur Friends. Oui, mais c'est encore un problème de puritanisme, je pense, en tout cas pour ce qui est américain. Dans Friends, c'était pas spécialement les règles, c'était le lait maternel. Il y avait tout un épisode qui tournait autour de ça, et les garçons ne voulaient pas entendre parler du lait maternel, ou ne voulaient pas avoir l'ex-femme du palais de Ross, donner le sein, etc. Et des problématiques qu'on retrouve encore aujourd'hui en 2020, même en 2021, t'as encore les femmes ont-elles le droit de donner le sein dans la rue? Il y a des femmes qui se prennent des tartes pour ça. Mais c'est un sujet sociétal et truc. Mais tout j'aime bien quand on parle des règles, et la règle numéro 1 du Fight Club, c'est... On ne parle pas du Fight Club. Mais ce personnage, parce ce proviseur, on va le voir 3 fois. La première fois, ça va être donc l'histoire avec Carrie, où il lui demande si elle veut dénoncer ou pas. La deuxième fois qu'on le voit, c'est quand il y a Chris, le père de Chris, et la prof, qui sont réunis. Pour quelle raison, Paul ? Par rapport à la vidéo sur YouTube. Voilà. Et là, tu sens que, même là encore une fois, c'est pas lui qui a le lead de la conversation. Ah non, c'est la prof qui va poser les enjeux et je trouve que même la façon dont il est filmé, tu sais, empâté dans son truc, lui il subit les. Il est paumé, il est perdu. Lui. Ouais, c'est ça. Il subit. On l'a mis là un jour. C'est un PNJ le type. C'est toi le proviseur. Il a dit d'accord. Ça fait longtemps qu'il est là. Et là, pareil, il y a un truc que je ne capte pas. Donc ils vont demander à Chris si c'est elle qui a filmé et uploadé. Ils vont lui demander son téléphone. Pour savoir si c'est pour vrai. Vérifier que la vidéo est... Son père lui dit vas-y, j'ai pas que ça à foutre de m'occuper de toi, tu donnes ton téléphone. Et elle va décider de se casser. Enfin, d'abord elle réagit comme une personne pas du tout innocente, en disant non, je ne veux pas, non, je ne veux pas montrer mon téléphone. Oui, bah oui. Ah ouais, totalement. Et après... Mais en plus, il n'y a pas de suspense pour toi en tant que spectateur à ce moment-là, parce que tu sais dès le début que c'est elle qui a filmé, c'est elle qui a fait le seul truc que tu peux apprendre par cette scène, c'est sa relation avec son père.
qui au début, je pense qu'au début la soutient. En gros, ouais, non, vas-y, ma fille n'a pas fait ça. Et après, c'est, dis, vas-y, montre là. Non, mais le truc, c'est que là, c'est la définition même de quelque chose d'inutile, d'une scène inutile au cinéma. La scène, elle serait utile si quoi ? Si on avait besoin d'en connaître plus et si on allait en connaître plus sur la relation entre Chris et son père, ou si elle allait montrer son portable pour, on va dire, couper un faux suspense qu'on n'avait pas déjà nous. Là, ils vont juste faire durer, ils vont créer une scène et ils vont la faire durer en créant un suspense qui n'existe pas, parce que nous, on l'a vu filmer devant nous, et elle en reparle plus tard dans le film, genre vraiment, on sait que c'est elle qui a filmé, c'est dit plusieurs fois. Et on va créer un suspense autour de ça, donc c'est un suspense pour les personnages, c'est un suspense dans le drama, sauf que ils le font durer, mais ils le coupent pas, et du coup tu te dis, du coup c'est peut-être juste pour en apprendre sur elle et son père, mais même pas, parce qu'en fait son père il apparaît là, mais c'est comme le gars de la bibliothèque, on le revoit plus après. Et c'est ça. Et tout ce film, et ça je sais pas si c'est un problème de la version de De Palma, je sais pas si c'est un problème de la version de King ou si c'est le problème du téléfilm qui est sorti je crois en 2000 vers ces eaux-là, mais c'est un problème du film. En restant sur ce film-là, c'est un problème cinématographique global parce que une grosse partie du film est inutile. Le film dure pas longtemps, il aurait pu durer encore moins longtemps. Ouais, c'est ça, c'est que t'as plein de scènes pour le remplissage. Et là, un truc que j'aurais vraiment aimé, mais je pense que c'est pas le propos du film, c'est qu'elle sort son téléphone, elle va dans ses trucs et elle le supprime. Mais c'est aux yeux de tous, parce que... Et en vrai, j'aurais voulu un truc comme ça parce que elle est tellement en mode je suis au-dessus de tout le monde, comme quand ils disent ouais tu vas être interdit de balles, elle dit vous avez pas le droit de faire ça, on va tous se liguer contre vous. Elle est vraiment, tu sais, c'est la peste des teenage movies en mode je suis au-dessus de tout ça, vous pouvez rien faire contre moi. Et là elle pensait arriver avec ça avec son père, et j'aurais vraiment aimé qu'elle sorte son téléphone, qu'elle supprime et qu'elle dise vous voyez il y a rien. Et ça aurait été encore déjà un peu plus marrant, mais ça aurait c'est ça, et t'aurais dit je fais ce que je veux, va te faire voir quoi, mais même pas, comme tu dis Vivien, c'est vraiment une scène inutile. Ouais, du remplissage comme t'as dit, ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, il y a un truc dans ce film qui fonctionne aussi pas du tout, c'est vous trois vous le savez, l'acte 1 d'un film sert à l'exposition des personnages et présenter les enjeux. OK. Là, on a un peu d'exposition dans l'acte 1. On va nous exposer la mère, Carrie, et l'élément déclencheur, en fait, l'humiliation de Carrie. Mais tout au long du film, après, dans l'acte 2, un peu ici et là, on va retourner en arrière pour t'exposer des personnages qu'on n'a pas pensé à t'exposer avant. Chris, dans la scène dont on vient de parler, par exemple, avec son rapport père-fille, c'est de l'exposition. Globalement, c'est de l'exposition, mais sauf qu'on est déjà bien avancé dans le film. L'exposition principale a déjà été faite, les enjeux sont déjà dévoilés, l'élément perturbateur est arrivé. Tommy, le petit copain de Sue qui va inviter après Carrie, il n'est pas présenté, on sait juste que c'est son petit copain, il a aucun développement du tout, et à un moment donné, quand il va revoir Carrie, et après quand on va le voir au lacrosse et tout, c'est à ce moment-là qu'ils vont te l'exposer un peu comme la mais il n'est pas introduit quand il est en train de faire un truc avec Sue dans la bagnole. Ah non, c'est pas là où on le voit la première fois. Tu le vois en tant que petit copain. Ouais, c'est ça. Si, c'est ça. Tu le vois, mais il est pas développé. C'est ce qui nous intéresse à ce moment-là, c'est les regrets de Sue. Mais son copain, il est juste là pour dire. Cette scène-là, je trouve importante quand même parce que elle justifie en partie pourquoi Tommy accepte si facilement d'aider Sue à se faire pardonner et d'aller avec Carrie au bal, parce que c'est quelque chose qui est important, cette scène-là, parce qu'il va expliquer que lui-même, il a des remords sur quelque chose qui s'est passé plus tard. Plus tôt, waouh, on est dans le futur. Non, retour vers le passé. Quand il était à l'école, plus jeune. Voilà, c'est ça. Il a des remords lui-même pour avoir cassé la gueule à un gars parce qu'il le faisait chier. Et c'est des faux remords, comme il l'explique, donc c'est un peu inutile, mais quand même, ça, on va dire, ça donne une explication sur pourquoi la suite du film. C'est pas juste oh mince, on a arrêté de baiser. Ouais, mais ce qui est embêtant, c'est que dans ce film, en fait, il faut vraiment chercher tous ces petits détails-là pour vraiment voir qu'il y a eu peut-être un petit travail. Ah non, c'est un film de merde. Hein. Ah non, c'est un scénario de merde, un film de merde. Attends, ne me fais pas dire. Putain, Vivien, t'as déjà donné ta conclusion. C'est pas tout de suite. Spoiler.
le film bégaye, c'est ça, hein, encore une fois, c'est compliqué de le suivre. Paul a raison, en fait. On te donne des morceaux ici et là pour développer tes personnages, mais si t'es pas attentif à des scènes qui sont anodines, parce que toi, t'es là pour voir Carrie, le sang, bagarre, parce que quand tu vas voir Carrie, tu sais, c'est ce qu'on demande. Bon, avoir des informations, c'est bien quand tu t'intéresses à la cohérence de l'œuvre. Mais il y en a pas là. Mais au final, là, il y en a pas. Ou si tu dois faire vraiment toi l'effort dans un film où normalement on te prend par la main, on t'emmène parce que tu t'es là. Là, on en parle même en faisant l'effort. La cohérence, elle n'existe pas. Même en allant chercher, en tirant les trucs. Et juste parce que Vivien t'en avait parlé tout à l'heure et qu'à un moment donné, il faut qu'on en parle. On va parler de Billy, donc le copain de Chris, et de leur plan machiavélique pour faire du mal à Carrie. Alors déjà Billy, le personnage. C'est un formant, le mec. Il a une veste en cuir, il est dark. Il a une veste en cuir, une chemise à carreaux ouverte et un puis il a une voiture qui ressemble à, c'est genre une muscle car américaine. Vraiment, lui, il est resté dans les années 80 aussi. Hein. Il y a un tatouage sur le front, c'est oui, cliché. C'est ça. Le truc avec ce personnage, en plus, c'est que, en plus d'être un cliché ambulant, c'est tout sauf un personnage réaliste. C'est vraiment un personnage qui, dans la vie, est en prison ou alors en train de se cacher dans la nature. Parce qu'un personnage aussi violent, aussi dangereux, aussi criminel que ça n'existe pas vraiment, en fait, dans ce contexte-là de 2013 américain sorti teenage. C'est le personnage, un des personnages les plus violents et les plus froids, sans même qu'il fasse peur, hein, parce qu'il est traité comme de la merde, mais les plus irréalistes dans justement sa froideur et sa violence que j'ai vu depuis longtemps. Je ne comprends pas ce personnage. Mais encore une fois, il n'est pas développé. Donc on te le montre 2-3 fois, tu comprends que oui, il est violent, c'est un peu un bad boy, etc. Mais à aucun moment il est introduit comme... Et je pense qu'ils en ont pas parlé déjà parce qu'il n'est pas du même lycée que... Je suis même pas sûr qu'il soit au lycée, ce mec-là. Lui, attends. il a 35 ans, le gars. Elle le dit, Chris, au détour d'une conversation, a dit que c'est quand la prof demande avec qui tu vas au bal, et Chris dit avec machin, enfin avec Billy, elle donne son nom de famille qui vient d'un autre lycée, elle donne le nom du lycée. Donc si, il est encore au lycée, mais bon, quand tu vois l'état du gars, le look qu'il a, et du coup l'image, si on doit juger à la gueule et à l'image qu'il a, tu dis oui, je pense qu'il est arrivé au collège déjà en bagnole. Il a la barbe et tout, je suis sûr qu'il a 3 gosses. Mais en vrai, et s'il te plaît, moi j'ai envie que Paul, raconte-moi Moi, il y a une scène qui m'a pas marqué parce qu'il n'y a plus du cul, mais le plan. Quel est le plan de Chris et de Billy pour encore plus harceler Carrie ? Eh bien, en fait, ce plan est tout simple. C'est très sain. C'est en fait, ils veulent tout simplement recueillir du sang de porc, voilà, en référence à ces règles, et lui foutre dans la gueule le jour du bal. Et ils vont évidemment faire en sorte que tous les votes seront sur Carrie et Tommy, tout simplement. Voilà, pour l'humilier, pour l'ultime humiliation. Voilà, c'est très sain. Mais qui fait ça ? Chris et Tommy. Billy, pardon. Mais on éclate la tête d'un cochon. Pour le plaisir, pour le fun. Tu te dis, ok, d'accord, mais pourquoi ? En fait, elle est là pour te servir le personnage et te le décrire le personnage. Et puis juste quand Chris en fait égorge le cochon, tu vois, tu sais, limite elle a un rictus, tu dis bon ok, ils sont méchants, ils sont très très méchants. Bah, c'est ça, c'est juste pour dire attention, c'est les méchants. Mais je crois que dans le livre en plus, c'est vachement appuyé le truc du cochon parce qu'en fait, quand elle se fait humilier la première fois, enfin la première humiliation qu'on voit nous en tant que lecteur ou spectateur. C'est en gros donc toutes les personnes qui jettent des tampons hygiéniques et tout ça et qui lui dit en gros que c'est une grosse cochonne en fait, que ça y est c'est une femme, elle va pouvoir se faire tringler et tout ça. Et donc c'est pour ça en fait qu'après ils vont carrément tuer un cochon pour lui foutre tout son sang dans la gueule quoi. Oui, c'est pour faire un parallèle qui dans le film, a c'est du juste sens. parce qu'ils veulent la bully et puis voilà. Ouais voilà, en fait c'est juste on voit juste des gros malades aller tuer un cochon en plus. Mais en plus c'est tellement mal montré, c'est horrible. C'est mal amené en fait. Tu comprends pas pourquoi ils vont dans cette ferme. Ouais, et puis surtout, vas-y, choisis un cochon. Ah bah celui-là, il lui ressemble.
C'est vrai que, Ok, c'est d'accord. vrai que ça, choisir un cochon, celui-là lui ressemble. Bah t'as pas de yeux, connasse. T'as vu sa gueule ou quoi? En fait, c'était le seul cochon qui s'est avancé un peu. Elle a dit Mais c'est le cochon qui est passé devant la caméra, tu vois, c'est tout. ouais. Et c'est pareil, tu sais, l'autre qui dit bah tiens, vas-y, prends la masse et éclate-le. Oh non, j'y arrive pas. Et t'as l'autre, son copain, qui arrive, qui embrasse la masse, qui met un coup. Ça fait vraiment. Ah, je suis trop méchant, j'ai vraiment aucune empathie. Je suis. Putain, c'est un cliché. Mais justement, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, parce qu'en fait, l'acteur ne devait pas embrasser le... C'est quoi, c'est une masse, un marteau? Enfin, je sais... C'est un Ouais, gros voilà. marteau à une Et masse. en fait, c'est il une devait masse. pas le faire, mais il l'a fait. Mais sauf qu'en fait, ce con, enfin, ils étaient réellement, en plus, dans une ferme. Et en fait, il y avait des excréments sur ce truc. Et donc, il est tombé malade après, pendant 2 semaines. Donc, Yes. il a plus tourné. Oh, c'est Donc beau voilà. ça. Oh, c'est beau ça. En fait, je voulais trouver vraiment plein d'anecdotes et tout. Je pensais vraiment trouver que des trucs. J'ai trouvé que ça. Voilà. Donc, et en même Il a temps, mangé ben, du caca, il est tombé malade. voilà, c'est ça. Là, Mais ça, c'est un ça jeu du s'appelle film, la, non Ça va, la chiasse de Billy. Et nous allons attaquer le gros morceau de ce film, la scène serait du temps. bal. Elle arrive à bord d'une limousine avec Tommy à son bras. Tu sens qu'elle est pas à son aise. Elle Ah est oui, dans là, son pas monde. du tout. Elle est vraiment pas son monde quand elle arrive. Mais il y a le meilleur copain de Tommy qui vient avec sa copine. Et là, elle se déride un peu parce que c'est quelqu'un d'extérieur qui ne connaît pas son histoire et qui lui parle comme on parle à quelqu'un de son âge en vrai. Ah, et tout le monde connaît son histoire. C'est juste que là, ça, c'est vraiment le moment où le film te dit c'est bon. Tu sais ce qui va se passer après, tu sais ce qui s'est passé avant, mais là, on te donne un dialogue et tu déstresses. Le rythme du film se casse à ce moment-là, il se calme et honnêtement, moi ça m'a fait du bien parce que j'en avais juste marre. Et le film te dit, t'es venu juste pour cette T'es scène. venu juste pour ce qui va se passer. Regarde. Alors, prépare-toi. Il te la présente bien, hein, parce que en tant que spectateur, tu sais déjà que le sang de cochon a été mis dans un seau, le seau a été placé juste au-dessus de la scène pour féliciter le roi et la reine, etc. du bal de promo. Tout ça, le spectateur le sait déjà, ça a été montré, c'est acté, c'est fait. Et on te donne cette petite scène de souffle un peu, parce qu'il y a quand même un cochon qui a été tué, elle a quand même enfermé sa mère dans le placard juste avant. Normal, c'est à son tour de faire Harry Potter maintenant. Oculus Reparo. Vraiment, Oculus Reparo, à un moment donné, il faudra qu'on m'explique dans les films Harry Potter. Parce que Harry Potter, quand même, à un moment donné, il dit il faut vraiment que j'apprenne cette formule. Oculus Voilà, Reparo. c'est tout. Enfin, voilà. Ah mais ça, c'est compliqué et tout. Tu sais, T'imagines ce il est qu'il un vit peu... Harry Potter. C'est Ouais, l'élu. t'imagines ce qu'il T'imagines vit Harry ce qu'il Potter. vit. Est-ce que t'as déjà vécu ce qu'il Ouais. a vécu Harry Potter? Je Est-ce crois que pas, non. t'as déjà été poursuivi par un mec qui a pas de nez? Est-ce que t'as déjà vécu ça, Non, Olivier? mais rien que son oncle, il est horrible. Il est gros. Alors ça, c'est pas Ah cool, oui, oui, Paul. oui, oui. J'ai été au lycée. C'est vrai. Attends, T'as pas d'oncle comme ça. Ouais, mais les mecs, ils avaient un nez à Drancy. Bref, la la scène scène du du bal. bal. Donc elle va faire un petit slow avec Tommy. Et là, tu te dis encore, ce plan, c'est vraiment de la merde. Moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est quand Tommy force un peu pour l'emmener danser, parce qu'elle peut pas aller danser, parce qu'elle ne sait pas danser. Il y a un slow qui arrive et il lui avait dit juste avant, quand il y aura un slow, on ira danser. Donc il la pousse un petit peu, il la traîne et ils vont danser un slow. Ils se mettent au milieu de la piste de danse parce que c'est le seul endroit où il y a une lumière douce pour les éclairer. Et parce que ça reste les héros du film. Bien sûr. Et il lui explique, alors je te mets une main sur, je te donne la main d'un côté, tu mets une main sur la hanche, je mets une main sur ta hanche et on va tourner. Donc il commence à danser le slow. Et à un moment donné, Tommy lui dit, waouh, tu te débrouilles bien. Vous tournez en rond, c'est un slow. Enfin, Non, y a pas après, de- après pas il lui de fait, vas-y, on technique. fait comme dans Danse avec les stars. Oui, et il l'a fait tourner vite fait sur elle-même pour le prendre contre son torse, la faire retourner dans le. Et là, tu te Mais, dis, putain, mais c'est encore une vachement fois- flirté quand même. Mais c'est de la dragouille. Aïe, merde. Le seul truc que tu as à faire quand tu danses un slow, c'est de tourner en rond. Ah, attention, Doucement, ouais, et de faire chier il en faut attendant pas que ça tu passe, marches quoi. sur les pieds de ton ou ta partenaire. Ouais, faut avoir deux pieds gauche pour y arriver. Enfin, je sais pas. Moi, ça me semble. Oui, mais Bref, voilà, Trop tu... dans l'œil. toi, t'es un génie. De quoi, je sais pas, mais t'es un génie. J'avais oublié l'existence de mon bras de micro et je me baisse pour ramasser un truc et bam. Comment ça
Moi, j'en ai marre. Hein. J'arrête. Et donc, petit slow, il y a une petite blagounette qui a été dit, genre, tu veux un punch, il est sans alcool, sauf que Mike l'ont mis dedans. Et la prof fait, oh, ben non, c'est pas vrai, madame la prof. Waouh, putain, il avait vraiment besoin de ça, le film. Une blague nulle. Une blague nulle sur un cliché de cinéma il y a toujours un connard qui ramène de l'alcool qui le punch est tellement rouge que moi, je le bois pas. Hein. Mais ça rappelle le sang. C'est de la sangria, c'est pas du punch. Oui, évidemment, c'est subtil, c'est pour rappeler. C'est subtil. C'est pour se rappeler ce qui vraiment va se passer après. Vraiment ce mot-là, Paul. Mais vu que toute cette scène de balle est éclairée avec le cul, je sais pas ce qu'avait le chef-op et l'éclairagiste, mais à un moment donné, ils étaient... Alors, je peux t'expliquer, si tu veux, comment elle est éclairée cette scène, étant donné que c'est ma formation. Explique-nous. Ils ont posé un peu au pif des proches de différentes couleurs, avec des filtres et des gélatines de différentes couleurs, histoire que, au pire, ça donne un truc chelou, mais ça ressemble à un bal de fin d'année. Et ils ont choisi du bleu et du blanc parce que c'est deux couleurs froides, le bleu est une couleur froide, le blanc est l'ensemble des couleurs, qui allait forcément contraster avec le rouge qui allait arriver juste après, qui est une couleur chaude. Ouais, c'est vrai. Ouais, enfin, moi j'ai juste trouvé cette scène pas belle en fait. En soi, il y avait trop d'informations colorimétriques dans mon œil. C'est comme éclairer une scène avec du bleu et du orange. C'est vraiment la misère de l'éclairage. En fait, c'est que des loupiottes et de toute façon, tout est moche là-dedans. Mais oui, mais c'est horrible parce qu'en fait, quand on parle là des scènes depuis tout à l'heure, moi j'ai vraiment la version de Brian De Palma dans ma tête parce que c'est même à l'image, tu gardes tout en tête alors que le remake vraiment c'est tellement soit banal ou pire mal fait et du coup en fait ouais voilà fade, c'est ça. Et en fait du coup tu le gardes pas dans ta tête et en fait tu t'en fous finalement. On est d'accord que Carrie, celui-là, dans 3 jours on s'en rappelle plus. Oui. Moi c'est pour ça que tu m'as dit c'est pour ça qu'Olivier tu m'as dit ouais ce film il sort de Netflix le 30 novembre et qu'on devait l'enregistrer plus début décembre. Je savais que je pouvais pas le regarder à ce moment-là parce que je l'aurais oublié. Ouais, je savais que j'allais devoir payer un truc. Mais je t'aime Olivier. Et combien du coup tu l'as payé pour voir? Mais je t'aime très très fort Olivier. Et la course aux jouets 10 balles. Mais je t'aime énormément. Mais on a quand même le choix de le regarder en VF ou en VO. C'est bien, déjà. C'est pas mal. Et donc là, ils sont élus reines et rois du bal sans aucune triche. Absolument aucune. Tout était parfaitement naturel. Mais c'est pareil, t'as tout un discours avant où il dit viens, on vote quand même pour nous. Ah oui. Putain, Oui, mais ta gueule, Tommy, putain, Tommy, ta gueule. En fait, c'est là que j'ai compris un truc, c'est que apparemment, quand tu vas, il y a plusieurs couples qui sont en compétition, mais c'est pas l'ensemble des couples. Tu dois travailler aussi pour avoir une bonne image, un bon truc. Moi, je pensais vraiment que tu choisissais le couple que tu voulais, pas un parmi une liste. Ça a cassé tout mon rêve. Mon rêve. Ouais, moi aussi, du coup, je ferai jamais de balle de promo. C'est dommage. Trop de travail. Parce que. T'as fait un bal de promo, toi, Oui, Paul ? j'ai été la reine une fois. Oh, la chance. Ouais, la chance. T'étais la reine des neiges ? Non. Moi, je suis pas très froid. Moi, je suis plutôt très chaud. Oh oh. Oh oh. Non, ça c'est le Père Noël. On se calme, ok ? Et non, mais qui a connu franchement les balles de promo en France ? Ah ben moi, voilà. j'ai eu un bal de fin d'année. Moi, c'est jamais, parce que j'étais dans un lycée privé catholique. Et Ah putain, moi aussi. Ouais, une année. Après, ils m'ont dit, ça c'est mieux si tu dégages. Ah non, parce que moi je pense que s'il y avait un bal, le gymnase brûlait. Ah, mais j'étais pas en 93, Olivier. À cette époque-là, j'étais parti. Ouais, on m'avait viré aussi. Moi, c'était zone de guerre chez moi, en permanence. Donc, et... En parlant de zone ils sont élus. Oui, on y arrive. Ils sont élus, donc comme on l'a dit, sans triche, aucune. Parce que Chris, toutes ses copines ont lâché sous pour Chris. Ils se sont dit, tant qu'à être des bâtards, allons-y jusqu'au bout. Autant l'humilier une dernière fois, cette petite Carrie White. Petite humiliation. Donc ils arrivent, ils montent sur la scène. Ils font coucou à l'audience. Elle prend la main de Tommy, tu te dis, waouh, c'est bon, elle est à fond sous son charme. Ce soir... Elle vit quelque chose de fort. À ce moment-là, c'est le meilleur jour de sa vie.
Elle découvre quelque chose en fait. Elle découvre dans le regard des autres déjà qu'elle est regardée comme n'importe qui. Elle est pour la première fois mise en avant. Elle est sur une scène. C'est vraiment alors qu'elle vivait reclus avec sa mère dans une maison dégueulasse, habillée comme une paysanne. Là, d'un seul coup, tous les yeux sont posés sur elle. Donc, elle vit quelque chose de fort. Et même là, dans le film, si c'est mal fichu. On peut très bien avoir de l'empathie pour elle à ce moment-là. On peut comprendre, peu importe la version du film. On comprend que c'est un moment hyper important dans sa vie et qu'elle veut le savourer. Enfin voilà. En plus, elle a sous-jacent, elle a quand même, en plus, la découverte de ses pouvoirs qu'elle a découvert tout au long du film de manière très rapide. Des pouvoirs assez craqués quand même. Ah oui, elle est pétée, elle est pétée, elle va cuire le cul de n'importe qui, c'est sûr. Mais voilà, elle a plein de pouvoirs. Donc il y a plein de choses dans sa vie qui ont changé et là c'est un peu l'apothéose pour elle. Elle est sur scène. Désolé, je reviens. Ah, téléphone. C'est son Uber. Donc, comme on disait, ils sont en haut. Petit moment d'extase pour Carrie. Elle prend la main de. Ouais. Et là. Tommy. Que se passe-t-il, Paul ? Eh bien, le saut tombe 4 fois. Ouais. Mais avant ça, il galère à le faire tomber. Et ça, je trouve. Pareil, ça, c'est. Vivien me dira sûrement, parce que Vivien aime dire ça. Est-ce que Vivien, c'est un ressort comique, ce passage-là ? C'est de la merde. Ouais, mais ça, on est d'accord. Mais tu sais, le fait qu'il galère à faire tomber le saut. C'est pas filmé d'une façon comique. Il y a pas de lumière. Il y a pas de. Ils ont une sale tête. C'est pas. Si c'était fait pour du comique, ils ont vraiment tout fait l'inverse, quoi. Parce que en vrai, c'est drôle. Le fait, ça n'apporte aucune tension. On le sait qu'il va tomber. Mais oui, on connaît tous Carrie. On connaît tous cette scène de Palma où il y a. Et puis même, c'est là, c'est ça. Et ça doit être le truc. C'est pour ça que tu viens voir le film de toute façon. Ouais. Et puis, mais c'est pareil. T'as une fausse tension qui est amenée avec genre Sue qui arrive à rentrer dans le truc mais qui est viré par la prof et genre elle tape contre le mur, c'est ma rentrée, t'as une fausse tension, le truc il tombe pas, on tire dessus et putain ouais c'est nul quoi. Et donc comme l'a dit très bien Paul, le saut tombe, ralenti, bam sur la gueule de Carrie, le saut, changement d'angle, le saut tombe sur la gueule de Carrie au ralenti. Mais 2, c'est pas assez. Alors changement d'axe. Changement de le plan, saut tombe ralenti sur la gueule de Carrie. Mais bon, et là on a toujours 3, dit donc, jamais 304. Jamais 304. Et donc là, le saut tombe sur la gueule de Carrie. Et après 5, non, ils se sont dit 5 ça fait beaucoup quand même. Puis on avait que 4 caméras donc c'est le seul moment où la réalisatrice a dit je vais mettre ma patte dedans. Et ben elle aurait pas dû. C'est la seule intention de réalisation, on est d'accord. C'est le seul moment où il y a une prise de risque en disant je vais faire un truc. Et c'est cool parce que c'est totalement absurde. Et on a tous tiqué dessus. On s'est tous dit. Oui, on a tous tiqué dessus. Trop. Un 2 qui est trop. Déjà. Je sais pas compter jusqu'à 2 déjà. Donc 4 là. Vivien, ça t'a. Juste en quelques mots, parce que je vais vous demander l'avis à tous. Vivien, ça t'a voilà. Ça t'a marqué 4 fois, voilà. C'est un effet que j'aime bien dans certains films parce que ça te rappelle ta place de spectateur. Sauf que là, c'est un film d'horreur. Du coup, tout ce que tu veux faire, c'est ne pas rappeler au spectateur que c'est un spectateur. Ça n'a rien à foutre dans un film d'horreur, ce genre de plan. Rien à foutre du tout. Ok, Paul, toi, du coup, pareil, ça t'a marqué, pas en bien peut-être, j'imagine, mais ça. C'est ça, en fait. Moi, ça m'a vraiment sorti du film et je me suis dit, mais attends, il y a un bug en fait. Pourquoi ça revient la scène à chaque fois d'un autre plan ? Enfin, ça sert à rien, je veux dire. Justement, nous, on attend que ça. Et finalement, à partir du moment où ça arrive, et ben on l'a 4 fois. Et ben limite, en fait, je suis lassé après. Je sais pas comment dire ça. Et puis même, on dirait qu'ils ont voulu vraiment. Mais des scratchs. Non, mais ils ont voulu vraiment apporter genre regardez vraiment là c'est le moment, on vous le montre bien par tous les angles et tout ça. Ben non, c'est pas ça, genre ça doit être horrible et dégueulasse, ça doit être en une fois comme ça, enfin elle se prend un seau de sang dans la gueule quoi. En une fois, peut-être au ralenti, paf, plein cadre, avec peut-être du cut, des machins, réalisation moderne. Bon, Kevin et moi, on est d'accord que 4 fois, hein, voilà. Moi, j'avais envie de dire que ce genre de cut là, où t'as 4 fois, c'est dans les teenage movies, où t'as un mec qui va faire du skate sur une rampe, et il va s'empaler les couilles sur la rampe.
Et là, t'en mets 4 parce que c'est le truc comique, trash, voilà. Mais là... Sinon, dans les vieux porn aussi, ils aimaient bien faire ça. Ouais. Le cum shot, souvent dans les vieux porn, t'avais la scène au ralenti filmée d'un point de vue divers. C'est bizarre, on revient souvent sur le sujet du porn dans ce film. Tout à l'heure, là, juste avant, on parlait du fait que le seau, sans comprendre pourquoi on nous montre ça, ils veulent tirer sur la corde qui retient le seau et ça bloque, donc ça crée une fausse tension. Cette scène-là, bon, elle ne sert à rien, à part faire du remplissage, elle ne sert à rien, c'est pour gagner 1 minute de plan peut-être, je sais pas s'ils avaient un restant de bobine. Ouais, mais ils ont déjà fait des scènes en plus pour rajouter du temps. Et je me suis même posé la question de me dire, attends, si quelqu'un ne connaît pas Carrie, prenons le cas de quelqu'un qui ne connaît... Voilà, il est vierge de n'importe quelle version de Carrie, il sait pas ce qui se passe, il découvre l'histoire de Carrie avec ce film. Rien vu d'avant, pas lu le bouquin, donc voilà. Il découvre ce film-là, et même dans ce cas-là, pour quelqu'un qui découvre le film pour la première fois, cette scène du seau qui ne veut pas tomber, donc qui tire dessus jusqu'à ce qu'il se renverse, ne sert à rien quand même. Ça ne sert pas le propos à aucun moment. Et en plus, comme je disais, avec Sue, en fait, t'as une double tension qui, tu sais, n'arrivera pas. Mais t'es un spectateur, tu vas voir Carrie, tu ne connais pas l'histoire de Carrie, rien du tout. T'es pas complètement teubé. Tu le sais que si elle a des pouvoirs, et que si tout ça est sorti, et c'est qu'elle va... Putain, le film s'appelle Carrie, la vengeance. On n'en a pas encore eu de vengeance. Tu le sais qu'elle va se venger. Je veux dire, c'est... Putain, mais c'est dans le titre. Fais-le tomber d'un coup, ton seau. Mets du ralenti, si tu veux, quand elle se fait saucer, je sais pas trop quoi, mais mets du ralenti, voilà, machin, ce que tu veux. Mais instant pas une... Et puis en plus... Sans déconner, vous pensez vraiment que Carrie, elle est teubée au point de se dire putain, mais qui c'est qui m'a fait tomber du sang sur la gueule? Elle regarde, elle voit des lunettes, elle se dit putain, c'est les lunettes de la connasse de Chris. Et putain, mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Tu voulais dire un truc, je Paul? veux juste dire par rapport au moment où effectivement il y a cette scène complètement conne. Normalement, en fait, le personnage, et je crois aussi que c'est dans le livre, en fait, Chris. Elle ose pas au début en fait, tirer sur la corde et tout ça. Ouais, ça il le montre bien pour le coup, où elle hésite et l'autre il dit non, maintenant on a fait un crime, soit on va en tôle, soit on n'y va pas, mais on finit ce qu'on a fait. Ta gueule, Billy. On va pas en tôle parce qu'on a égorgé un cochon. Peut-être aux États-Unis, dans le Maine, hein. Peut-être. Et du coup, oui, tu disais. Mais en fait, normalement, elle fait qu'hésiter. Et après, donc effectivement, c'est le gars qui la pousse à le faire. Mais après, il n'y a pas de problème avec la corde et ça. Donc c'est vraiment un rajout de leur part. Et ils ont vraiment cru que c'était une bonne idée. Alors qu'effectivement, oui, on sait très bien qu'il va y avoir une vengeance. Il n'y a aucune tension. Et enfin, vraiment, c'est complètement raté. Autant il y a des films, si je prends le cas de Prometheus par exemple et de Covenant, mais bon, parlons juste de Prometheus. Quelqu'un qui ne connaît absolument pas ce qui s'est fait avant sur Alien, qui découvre Alien par le biais de Prometheus, je peux entendre qu'ils disent ça va, c'est sympa. Mais là dans Carrie, même quelqu'un qui arrive et qui débarque, qui a jamais vu rien d'autre avant ce film, Carrie, la vengeance, cette scène de la poulie n'apporte rien, c'est juste de la merde. Ça s'appelle la vengeance, tu sais qu'elle va péter un câble. Alors la vengeance c'est spécial pour la France. Oui, mais nous, les Français, parce qu'on aime nos titres, on aime bien les modifier et rajouter des trucs. Ils doivent être payés à la lettre. Mais le français, on nous prend souvent pour des cons. Hangover, Very Bad Trip, traduction française du film avec un autre Spider-Man, l'homme araignée. Ah non, ça ils l'ont pas fait. Mais donc. Pourquoi vous faites ça? Chut, c'est bon. Ça lui tombe sur la gueule. Elle est rouge. Elle est saucée. Elle fait qu'est-ce qui se passe? Bim, je suis vénère. Onde de choc. Onde de choc en 3D dégueulasse. Hein. Putain, les gars, deux scènes de suite nulles. Il y a un autre élément déclencheur de sa colère et de ses aussi super pouvoirs Deus Ex Machina on est bientôt à la fin. C'est le saut. Bon, Chris et son copain Billy s'en vont. Ils étaient au sommet de la scène. Ils s'en vont, ils se cassent. Alors que Chris, elle est là pour kiffer encore. Hein. Oui, elle est là pour... laisse-moi... Ah oui, et puis on n'a pas dit. Mais en plus, avec des rétroprojecteurs, ils ont lancé en même temps la scène qui est filmée au début du film. Oui, c'est vrai. C'est histoire de... C'est ça, ils rebalancent sur le lien YouTube. Et le seau qui était accroché du coup en hauteur tombe sur
Tommy, qui était donc le roi de la soirée avec Carrie. Et on comprend que meurt Tommy instant. meurt. La mort il nulle, mais la il mort meurt nulle. instantanément. Et putain, C'est destination finale, le Tommy, truc. t'arrives devant Oui. Non mais imagine, t'es Tommy, t'arrives devant Saint-Pierre. Bonjour, moi c'est Tommy. Cause de la mort. J'étais assommé par un seau. Ça m'a foudroyé. Et c'est important d'en parler déjà parce que c'est naze et en plus c'est l'élément définitif qui fait basculer Carrie en fait. Elle s'est dit putain mon crush ils l'ont voilà. niqué, bâtard. Mais c'est même je pas voulais triste conclure. ce moment. Genre, c'est même pas triste. De quoi en fait. Non. Alors que ça Tu devrait dis, non, mais l'être. surtout que vraiment moi tu sais le seau lui tombe sur la gueule. Je me suis dit bon bah il est assommé. Et on te fait comprendre, mais il n'y a pas de. Tu sais, il est pas ouvert ou quoi, il y a rien. Enfin, ou sinon, j'ai pas fait attention, mais moi, je me suis dit, bon, bah, il est assommé, c'est pas de chance. Et on te fait comprendre que non, en vrai, il est mort. Le gars, il se prend un seau vide en alu dans la tête, je suis désolé, à 5 mètres de hauteur, même pas 3 mètres, 4 mètres. On ne meurt pas, ou alors vraiment le type il est abîmé, mais il fait du cross machin là sur l'herbe, il est pas abîmé, il s'en prend tous De les la jours. cross. Il se prend des coups comme ça tous les jours et encore pire. Vous allez pas me faire croire que ce petit seau en alu vide là, qui lui a tiré sur le coin de la gueule, va l'assommer ou même le tuer, va le tuer parce que. Ah, je suis énervé, ça existe pas. Arrête tes conneries, Allez. fils de pute. Tu veux le Allez, buter, fais en sorte qu'il meure correctement. Électrocute-le, je sais pas, noie-le dans son sang. Mais je m'en bats les couilles, le seau dans sa gueule, ça ne fonctionne pas. T'as raison, Vivien, énerve-toi, putain. Tu vois, c'est ce que je voulais quand je vous ai proposé Carrie. C'est ça que je voulais. C'est génial. C'est génial. En plus, un gars qui se prend un seau dans la gueule. Il y a de quoi se la prendre. En fait, Vraiment, Paul, j'ai il nous a donné jamais ce film pour faire une étude sociologique. Voilà, c'est ça. Moi, Là, l'étude en fait, sociologique, c'est que ça fait 2 heures qu'on parle de ce film et que putain, j'en ai marre. Et donc, il meurt à cause d'un saut en alu. On a compris que Vivien, toi, t'avais adoré cette scène. Et là, il y a onde de choc. Donc, parce que moi, je reviens sur cette onde de choc où Oui. tout le monde vole. Et fait Wouah. Et après, elle fait ah, vous tombez. Il y a des jumelles, elles tombent. Parce que il y avait les jumelles maléfiques aussi. Et elles se font piétiner par tout le monde. Et elles sont mortes, les mains dans la main. Putain, on s'en bat les couilles. Il y a le mec qu'on pensait être son crush au début. Le mec, il l'avait aidé. Il l'a fait plein écran. Il se prend une tape dans la gueule. Parce qu'elle l'a vu. Elle a dit bah, toi aussi, tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher, tout simplement. Ensuite, elle commence à buter un peu tout le monde. Je me rappelle plus. Elle déclenche les câbles électriques. les Oui. alarmes anti-incendie. Les alarmes anti-incendie d'abord pour foutre le feu. Enfin, non, pour mouiller Ouais, pour entièrement, utiliser les câbles tremper électriques. la salle. Pour après utiliser les câbles électriques. Maîtrise totale de ses pouvoirs. On est à fond. Et puis c'est effet moche sur effet C'est moche pareil, sur tu sais, effet naze. au bout d'un coup, elle chope une meuf et elle la fouette. Ah oui, avec les cordes. Tu sais, en là, mode- ouais. Ouais, en mode tu vas mourir lentement mais sûrement. Mais tu l'as, en vrai tu l'as. Et il y a juste, au bout d'un coup, elle prend la prof, elle l'étrangle, elle l'assomme et elle la pose. Genre, moi je l'ai vu comme bon, toi je vais pas te tuer. Bah, c'est Mais ça. je sais Non, même ça, pas c'est si elle est important morte ou pas. Parce que Carrie tue tout le monde sans contrôle dans Carrie, les bons Carrie, elle tue tout le monde sans contrôle, elle ne peut pas faire autrement. Ici, il décide de lui donner une once de contrôle, donc ce qui rend le personnage de Carrie encore plus monstrueux, ce que je ne comprends pas, et il décide de faire un truc intéressant, c'est de sauver la vraie figure maternelle de Carrie. Ça, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose que, ok, là, on tient un discours, on tient un truc intéressant. Cette meuf-là, c'est la mère, pas adoptive, mais enfin voilà, vous avez compris, de substitution exactement de Carrie. Ça, c'est intéressant, les gars. Là, vous avez le sujet de votre film, le sujet sur la paternité, sur la maternité, le sujet qui existe depuis le début jusqu'à la fin, et que vous traitez comme de la merde. Parce qu'on n'a pas le temps. Non mais il y a un autre truc moi qui me rend ouf, c'est donc Chris et Billy, ils montent dans la voiture. Sur le parking, il y a 4 bagnoles qui les entourent. Mais ça n'existe pas, ça aussi. C'est le parking le plus mal Et donc, branlé. ils arrivent à s'enfuir. Et là, ils croisent des bagnoles de flics. Tu sais, qui vont dans l'autre sens. Parce qu'il y a le feu, c'est un peu le bordel. Et
3 camions de pompiers, Ouais, une bagnole ils se de disent, flics qui ok. croisent, pour être précis. Mais genre, après, ils décident de s'enfuir. Carrie, elle est au milieu de la route. Elle marche tranquille. Il n'y a personne qui la voit. Il n'y a aucun flic, aucun pompier qui voit une gamine ensanglantée dehors et qui se dit, allez, on va peut-être aller l'aider. Bah, c'est Non, surtout non. que la ville est vide. C'est Raccoon City Oui. le truc, si t'as vu le film. Hein. C'est vraiment le même délire. C'est vide, il y a personne, il y a que les protagonistes. Sauf qu'après, Carrie, elle décide que ses pouvoirs, ils ont aucune limite. Elle frappe le sol, il y a une fissure, la route, elle se brise en deux, ça devient un canyon. Les mecs, ils font le truc, et... Oh putain, elle tue, elle arrête la voiture, le mec, il met un coup de boule à son volant. Il meurt. à son volant, il À son meurt. volant. Après, elle lève la voiture, l'autre elle décide d'accélérer. Sauf que en l'air, elle part en diagonale alors que même avec de l'accélération, ce n'est pas possible. Tu es obligé de faire retomber la voiture pour qu'elle avance. Bon, c'est pas grave, elle rentre. L'autre, alors je sais que je rush la fin, mais c'est magique. Elle met un coup de tête au pare-brise et il n'y a que sa tête qui sort avec des morceaux de verre. Des morceaux de verre du C'est pas pare-brise qui possible, explosent. ça peut pas rentrer comme ça. Mais voilà. Et Carrie, et limite, tu sais, elle a un peu. C'est même pas la compassion, elle fait ok, je me casse. Et un truc qui tombe, enfin, un poteau Un électrique. poteau électrique, Ouais, elle fait tomber un il poteau tombe. électrique. Et tu sais, genre, j'ai l'impression d'avoir vu les Power Rangers. Elle est dos au truc, il y a une explosion, et tu sais, genre, elle marche. Putain, waouh! Bah, c'est la scène badass, quoi. Le héros n'est pas touché par les Ah flammes, n'est pas ouais. soufflé par l'explosion. Et- Et encore une fois, dès que le poteau électrique touche la voiture, Oui. tout explose. Parce Évidemment, que c'est une voiture évidemment. américaine. Et puis, elle est à une station-service américaine aussi. Mais j'ai regardé quand j'ai fait des recherches pour le film, en fait, c'était, tu sais, en plein milieu du succès avec les Iron Man, Hulk et tout ça. Et donc, en fait, ils voulaient vraiment mettre Carrie en mode super-héros un petit peu, mais en mode mauvais, quoi. Bah, c'est pour ça que je vous dis que c'est les X-Men. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Alors, cette histoire du pare-brise, je m'attendais. Quand la scène est arrivée, bon, Chris, sa tête percute le pare-brise, c'est filmé au ralenti, le pare-brise explose. Je m'attendais à une intention de réalisation. Je me suis dit, oh, ça pourrait être sympa d'avoir un ralenti sur caméra face cam. Et qui filme le pare-brise, le verre qui éclate un peu et on voit sa tête arriver. Enfin, c'est un truc presque pensé pour de la 3D. Bah, du coup, non, c'est filmé de profil, Putain. moche. Et c'est la C'est fin ça. de Chris. Et En fait. oui, bon, c'est une fin minable pour toute l'entièreté de sa vie. Mais En même temps, c'est une méchante j'ai minable. j'ai oublié de dire un truc aussi qui m'a. Mais j'ai limite explosé de rire en vrai. Quand elle est dans le gymnase et elle commence à s'envoler. Ah oui. Ah oui. Vraiment Vraiment Tu voles. Mais en plus, dans le livre, c'est pas raconté comme ça. Hein. C'est genre, Carrie n'est même plus dans le gymnase en fait quand elle tue tout le monde. En fait, elle se barre et elle enferme tout le monde et ensuite tout le monde meurt. Et je sais pas pourquoi. Oui, c'est ça, le feu se déclenche Exactement. et elle s'en Et barre. je ne sais pas pourquoi dans les films à chaque fois c'est ça. Il faut parce qu'effectivement, oui, si elle électrocute tout le monde, elle peut pas marcher. Donc comment faire? Bon, ils ont trouvé d'autres solutions pour les premières adaptations, mais pour celle-là, c'est complètement débile. Complètement, c'est vrai. Et ça transforme vraiment Carrie, qui était une gamine, bon, introvertie, désociabilisée, etc., en juste un personnage. Le héros de ton film t'en fait une méchante à un moment donné. C'est justifié, Ouais. hein, je comprends qu'elle ait la haine, mais elle a plus de sens moral et on ne t'explique pas qu'elle perd son sens moral parce qu'elle perd Parce le que contrôle le de truc, ses c'est pouvoirs. voilà, c'est Elle ça, a le elle contrôle perd de pas ses le pouvoirs. contrôle de ses pouvoirs. Donc elle Exactement. a son sens moral. Donc le personnage, le héros devient un méchant. Et là, moi, ça m'a perdu. Pendant un moment, je me suis dit, ah, mais en fait, celle qui est gentille, c'est la daronne. Tu vois? J'étais paumé. Je savais plus quoi penser de quel personnage. Et merci Vivien pour ta transition parfaite. Parce que Carrie rentre chez elle, prend un petit bain, parce qu'il faut quand même enlever le sang, enlève tout le sang, et est dans sa petite robe de chambre, tranquille. Et là, on voit sa mère de façon... En plus, ça aussi, sa mère, tu sais, genre, elle disparaît, ils font vraiment un truc de slasher, elle passe en mode furtivement. Tu dis, mais c'est quoi cette histoire? Parce que Michael Myers. tu dis, est-ce qu'elle va l'attaquer dans le dos? Même pas, elles sont en face, et... Oh, attends, Kevin. Est-ce qu'elle nous ferait pas un effet Michel Meyer? Ah oui. Michel Meyer? Bon, on peut tuer la daronne, là. Bah vas-y, et puis en plus, ouais, et puis parce qu'elle essaye de tuer Carrie, coup de couteau dans le dos, pour le coup on peut vraiment le dire, ensuite en taillade, Oui.
C'est bizarre parce que le couteau ne fait pas le. Je suis un peu déçu. C'est vrai. On n'a pas ce cliché-là, on n'a pas le. C'est dommage parce qu'à un cliché près, on les remplissait tous. Hein. Et donc après, Carrie, elle se vénère. Donc tous les ciseaux, couteaux qu'il y a dans la baraque, ils arrivent. Tous les objets ça contendants. plante sa mère. Alors, ce qui est assez drôle, hein, c'est que ça plante au niveau des mains. Donc ça la crucifie, on peut dire. Et, Oui, mais c'est tout, ça. et les l'image voulue, c'est ça. 99% qui restent sont dans l'abdomen. C'est, je pense, l'endroit le plus facile à poignarder. Parce que poignarder une jambe, en fait, c'est pas le plus pratique. Ouais, j'ai essayé. Comment ? Quoi ? Hein. Et donc, Moi, il me fait ouais, peur moi un aussi. peu, hein. mais il est gentil un peu quand même. Il est spécial, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça. Ma maman, elle dit ça à chaque fois. C'est la réunion des spéciaux. Et donc, Carrie, voilà, elle prend sa mère dans ses bras, elle se rend compte qu'elle a fait une petite bêtise. Sue arrive, lui dit viens, parce que la maison est en train de s'affaisser sur elle-même. Bah, le Carrie perd le contrôle un peu de ses pouvoirs. Là, sans on a qu'on une comprenne, vraie, du coup, une vraie référence biblique parce que bon, tout le film tourne autour de la parentalité et de la Bible. Sauf que les deux sujets sont mis à côté. C'est juste à la fin où on va avoir un petit délire de parentalité avec elle qui aime sa mère et tout ça. Et la calamité, les pierres qui tombent du ciel, c'est quelque chose de biblique si je me trompe pas. C'est vraiment quelque chose. C'est très mal filmé, très mal montré, très moche, parce que c'est des pierres en 3D dégueulasses qu'on voit mal. Mais il y a des cailloux qui tombent du ciel. Ah bah ça, j'ai pas fait attention. Je pensais vraiment Non, que c'est c'était des des morceaux de cailloux maison qui qui tombent du tombaient. ciel, c'est des roches qui tombent du ciel. Ah ouais ? Putain, bah, j'avais pas remarqué. Je suis le seul à avoir vu cette scène-là comme ça, vraiment. Et puis à ce moment du film, j'avais juste envie. Tuez-moi, s'il vous plaît, tuez-moi, faites qu'il se finisse, vite. C'est vrai que j'avais juste Ah envie ouais. que ça se finisse. Et je me souvenais plus qu'elle retournait chez sa mère. Moi, je pensais qu'elle était satisfaite. Je pensais que ça se terminait à la mort de Chris. Mais on n'avait pas résolu le problème de sa mère. Donc évidemment, ça allait pas se Sue terminer. elle arrive, elle dit viens, donne-moi la main. L'autre elle fait non, c'est une petite fille, dégage. Piou. Sorti de la maison s'affaisse. Et là, normalement, le film devrait s'arrêter là. Monsieur contextualisation. Parce que, et là, c'est une petite fille. Je pense que t'as perdu les gens. On apprend au cours du film que Sue est enceinte. Ça arrive comme ça. Oui, comme un cheveu sur la soupe, elle a de mais la bon, voilà, allez. nausée. Voilà. Et mais on te la montre être malade. Toi, en tant que spectateur, tu peux dire. Mais tu peut-être qu'elle est comprends tout de enceinte. suite en vrai. Tu comprends tout de suite. Et en allant chercher Carrie dans la maison de Carrie, Carrie au départ la bloque et veut l'étrangler. Bon, elle se calme un petit peu et elle va pour la repousser, je crois. Et en mettant sa main pour faire onde de choc ou Kamehameha ou insère Hadouken. là, Hadouken, voilà. Shoryuken. Elle met sa main presque collée à son ventre et Carrie détecte parce que c'est aussi. Putain, c'est con, elle aurait pu devenir génico. Elle fait, comme le doc. Et elle lui dit c'est une petite fille. Et elle repousse Sue à l'extérieur de la maison, violemment mais pas trop. Et la maison s'écroule sur Carrie et sa mère. Voilà, donc Carrie meurt. Et sa mère aussi. Merde. Et pas Sue. Parce que Sue regarde la maison détruite. Et en Le effet, film. Et puis il le pleut des film cailloux. aurait dû s'arrêter là. Le film aurait dû Mais- s'arrêter ici, oui, tout à fait. Parce qu'il y a un mais. Parce qu'on avait Il y très a envie une de faire une scène suite. après. Et s'il vous plaît, quelle est cette scène ? Ouais, Sue est interrogée au tribunal. Tribunal. Tribunal ou à Je ne l'école sais pas, ça a l'air d'être tribunal. assez chaud. Hein. Oui, ça a l'air d'être assez chaud, mais bon, elle est interrogée sur les faits, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est que ces phénomènes surnaturels, blablabla, mon cul sur la Mais parole. c'est même pas ça, c'est elle dit, l'autre elle dit vous êtes sûr de ce que vous dites et l'autre fait oui, il y a eu des super pouvoirs utilisés. Et donc après cette scène déjà plus qu'inutile, encore une scène inutile. Sue va sous la pluie avec une rose blanche sur la. Ouais, Sue va sous la pluie. Sous Va sur la la tombe pluie. de. C'est même une double tombe parce qu'il y a une pierre tombale, mais il y a le nom de la mère et de Carrie qui sont dessus. La pierre tombale est taguée. Ouais, retourne en enfer, Burn ouais, in ou un Hell. truc comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Sue dépose une rose blanche sur la pierre tombale. Caméra qui panote. Attention. Et la pierre tombale est fissurée de partout dans un espèce de micro-tremblement de terre qui ne fait trembler que la pierre tombale en CGI moche, fondue au noir. Oh fin du là film. Et il y a une fin alternative. Tout à fait. Sérieux ?
Il y a une fin alternative, oui, que je n'ai pas vue. J'ai pas été la chercher, mais ouais, j'ai vu ça sur Wiki. On t'écoute. Alors, la fin alternative, en fait, c'est Sue sur un lit de maternité en train d'accoucher, qui souffre vraiment un martyre similaire à celui qu'on voit au début du film avec la mère de Carrie. Et qui a vraiment du mal et qui commence à avoir du sang de partout, qui bouge dans tous les sens, qui n'arrive pas à accoucher, qui comprend pas ce qui se passe, et il n'arrive pas alors que elle sait ce que c'est que l'accouchement, genre c'est pas Carrie. Elle sait que ce n'est pas un cancer. Et pourtant elle a l'impression que ça se passe mal et que c'en est un, quoi, et galère. Et ce qui va se passer, c'est que de son ventre va sortir une main qui va, enfin de son ventre, de sa, un dos d'honneur, plutôt non, ça aurait été marrant, on n'est pas dans un scary movie, donc de son utérus, tout ça, sauf si il y a, enfin bref, de son entrejambe va sortir une main ensanglantée, une main d'adulte, une main de ensanglantée qui va l'attraper par le bras, oui, qui va l'attraper par le bras. Et on va avoir une des scènes, je pense, qui est le meilleur réalisée, en fait, malheureusement, qu'on ne verra pas, parce qu'elle n'est pas très utile, à part faire une suite, où ça va rentrer un peu en fondu, ça va être confondu avec un autre plan où c'est juste Sue qui est dans son lit, qui a une sorte d'attaque de panique, qui s'attrape elle-même son bras avec une autre de ses mains, en se tenant le ventre aussi, et sa mère qui arrive pour la rassurer, et elle qui crie qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, elle a mal, elle souffre et tout ça. Parce que tout ça... Alors oui, mais non, tout ça n'est qu'un rêve, mais elle est vraiment enceinte, Carrie, tout ça, ça s'est vraiment passé, et oui, ça présage juste un futur malheureux. Voilà. Putain, mais c'est complètement con. Parce que Carrie a dit, ouais, ma grand-mère, elle avait les pouvoirs, mais toi, t'avais pas les pouvoirs, mais ta mère, elle mange des cacahuètes. Wow. Moi, vous savez, après avoir vu ce film, avoir enduré ce film. Merci, Paul. Je suis désolé. Non, c'était cool. C'était cool parce que c'est marrant. La morale de ce film, je l'ai compris. C'est, si vous êtes prêt à harceler des gens, soyez prêt à mourir pour ça. Donc la morale du film, ce n'est pas ça. Oui, mais c'est beau. Ah si, la morale du film, c'est si tu harcèles des gens, attends-toi à mourir. Donc harcèle pas les gens, s'il te plaît. Attends-toi au retour de bâton. Harcèle pas les gens. Pour vous, c'est vraiment ça la morale du film ? Ah non, moi j'aime même pas. Moi vraiment le film, je l'ai lu comme ça. Je l'ai lu comme si un jour tu te fais harceler, tu vas te faire niquer. Columbine. Eh ben en fait, Stephen King, je sais qu'il a fait cette histoire-là parce qu'en fait, il a connu deux personnes comme Carrie qui étaient bisutées et qui ont eu que des merdes en fait. Vraiment, même il y en a une qui s'est pendue, l'autre s'est fait renverser par une voiture. Enfin, bref, une vie horrible qui s'est terminée très mal. D'accord, mais je comprends mieux les inspirations de Stephen King du coup. Voilà. Il a pas eu une enfance facile. Et en fait, il s'est dit, ça serait cool que pour une fois, ce genre de personne en fait ait sa revanche. Et donc vu que lui, il aime le fantastique, l'horreur et tout ça, il en a fait. Il a fait cette histoire. D'accord. Pourquoi c'était quoi la morale, toi, Vivien ? Enfin, si tu avais. Pour moi, je disais vraiment ça sur une critique de la religion dans les États, surtout sud-américains, comme on pouvait appeler ça avant, en fait, ça sur la parentalité, l'importance de la parentalité et de l'éducation des enfants, pas du tout sur le harcèlement. Je pense que ça peut être un mélange de nos deux morales et ça fait une belle non, morale. parce que du coup, on a la vraie morale du livre. Non. On n'écoute pas ce que Paul dit. On n'écoute pas ce que Paul dit. C'est un invité, il ne sert à rien. Voilà. Méfie-toi de la mafia de Toulouse, Kevin, quand même, parce que j'en ai pas entendu parler, mais elle doit exister. Les fins du film. Il connaît ses voyelles, c'est pas mal. Olivier. Oui. Tu me donnes ta conclusion, s'il te plaît. Ok, donc ma conclusion. Voilà. Enfin, il y a rien à dire sur ce film. C'est un film qui. Ça fait 2 heures qu'on en parle, Olivier. non, je veux dire, on a débattu déjà, voilà, sur beaucoup de temps. C'est un film qui coche toutes les cases du cinéma de Fuzzer. Il remplit toutes les cases d'un film teenage, sauf que toutes ces cases sont mal remplies. Il fallait faire un rond. La réalisatrice a fait une croix à chaque fois. C'est mal filmé dans le sens où c'est filmé comme un documentaire. Enfin, il n'y a aucune intention de réalisation de bout en bout. La seule
idée ou intention, c'est ce fameux saut qui tombe au ralenti sous 4 plans différents, qui ne sert à rien. Si encore on nous avait introduit ce système de ralenti au cours du film, peut-être, avec différents points de vue, qu'on nous le jette pas à la gueule comme ça juste à la fin, oui, on aurait pu y trouver une concordance, ça aurait pu servir le propos de manière intelligente. Là, non, c'est juste là parce que c'est la scène du bal, et on va vous la donner plein de fois avec du ralenti, et Carrie plein de sang. C'est naze, c'est plat, vraiment c'est très plat. Les comédiens, à part éventuellement la mère de Carrie, ils sont tous aux fraises, mais vraiment, ils jouent pas avec le cul, ils sont juste pas dirigés en fait. T'as l'impression qu'ils ne connaissent pas leur personnage, et je pense en plus que c'est ça. Les personnages sont tellement pas développés, ou ils sont tellement lambda communs à tout ce qu'on a déjà vu dans tout un tas de films, horreur ou pas, pour teenage, que finalement ils sont vides. Et le film est vraiment vide. Donc évidemment je recommande pas le film. Après comme d'hab, voyez, consommez et faites-vous votre propre opinion. Mais c'était long et chiant. Merci Olivier pour cette très jolie conclusion. Vivien. Ouais. T'as l'impression qu'on réveille à chaque fois. Pardon, excuse-moi, j'ai tapé un somme. Non, j'ai vu des mauvais films, j'ai vu des bons films dans ma vie. Mais l'un ou l'autre, à chaque fois tu ressens des trucs, que ce soit de la haine envers le film ou envers des personnages, ou de la joie envers le film et les personnages, ou n'importe quoi, tu ressens des trucs. Même le Fils du Masque, tu ressens quelque chose, c'est de la haine envers le film, mais tu ressens quelque chose, et c'est marrant ensuite d'en parler. Carrie 2013, maintenant, c'est un film qui est plat. Il est plat, il est sans saveur. Je préfère manger de l'eau que boire cette merde. Et vraiment... je savais pas qu'on pouvait dire autant de choses dessus, parce que pour moi, Carrie, c'est vraiment, enfin celui-là en tout cas, c'est vraiment tout ce que tu peux faire à la limite, c'est le comparer vite fait avec les œuvres originales. Mais en fait, on a réussi quand même à dire des choses, donc je suis content. Mais sinon, non, c'est un film qui est... Je peux même pas vous dire d'aller le voir, allez voir la version de De Palma, lisez le bouquin. Mais vous faites pas chier à regarder cette version-là. Vraiment, ça en vaut pas la peine. C'est la première fois, je crois, que je dis ne regardez pas ce film. Oui. Et même pour Busan, que tu avais pas apprécié, t'avais été... Non, mais Busan, c'est moi qui l'aime pas. Je sais que c'est un très bon film. Oui. Mais genre, même pour Le Fils du Masque, j'ai dû dire, vous pouvez le regarder. Mais là, vraiment, vous faites pas chier, il y a aucun intérêt. Zéro. Le Fils du Masque sera en fiche. Paul, ta conclusion, s'il te plaît. Oui, en fait, moi si je voulais parler de ce film, c'est justement parce que je le vois comme le symbole de tout ce qui ne va pas dans le cinéma pour les jeunes, parce que évidemment le public cible c'est les jeunes, et en fait vraiment on les prend pour vraiment des cons, et le pire c'est que ça fonctionne, et c'est ça qui m'embête le plus. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que le film a été produit par 2 sociétés, alors je crois qu'il y a la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, et la Screen Gems, un truc comme ça. Et en fait, ces sociétés étaient en banqueroute complète. Et en fait, ils se sont dit, tiens, on a besoin de $20 millions. Donc, on va faire un remake. Et là, bim, ils ont pensé direct à Carrie. Je sais pas pourquoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ensuite, on a eu Poltergeist, Robocop, bref. Mais du coup, voilà, c'est juste pour le fric, c'est juste... après toutes les œuvres, évidemment, il faut qu'elles soient rentables. Mais là, il y a vraiment rien, quoi. La réalisatrice n'apporte pas sa patte. Moi, je pense surtout qu'elle a été sous pression un petit peu par ces sociétés de production qui avaient juste besoin d'argent. Donc, elle n'a pas pu vraiment s'exprimer artistiquement parlant, et les acteurs non plus d'ailleurs, et ça se voit. Il est raté de A à Z, et justement, je pense qu'il faut le voir, ce film, pour justement voir ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est ça, exactement. Mais en fait, c'est le genre d'œuvre qui se croit moderne, qui se croit apporter quelque chose de neuf, alors qu'en fait non, pas du tout, et on faisait mieux il y a 40 ans. Eh bien merci Paul, c'était une très belle conclusion. Merci. Et toi Kevin? Moi, que dire. Et toi Kevin? Merci Kevin, merci Olivier. Que dire. Vous avez déjà tout dit en vrai. J'ai pas passé un bon moment. C'est un film qui est même pas plat, quoi. Il n'y a rien. Moi, j'en tire rien de ce film. Des scènes quelconques, des personnages quelconques, une histoire quelconque. Non, en vrai, c'était pas un bon moment à regarder. On l'a fait parce que on ne peut pas que regarder que des bons films, mais voilà quoi. C'était pas...
rien à en dire, rien à en tirer, qu'on passe au suivant. En fait, quoi. c'est ça le problème avec ce film, c'est que finalement tu l'as regardé et puis tu l'oublies finalement. Et puis. Bah là, ouais, et puis je sais que demain on doit se regarder un autre film pour le podcast. Bah, dans ma mémoire courte, il va remplacer l'autre et voilà quoi. Et tant mieux, au fond. Ah oui, bah bien sûr, mais c'est même pas un film popcorn quoi, c'est ça le pire. C'est même pas un film que tu peux regarder et consommer et te dire ok, c'était mainstream, c'était pour le coup de l'entertainment standard. Là, il y a même pas ça. C'est Il se calque, Paul l'a très bien dit en fait, il se calque à tous les codes du genre de l'époque, donc vraiment un peu horreur, gore, teenage, machin, mais il le fait mal sur tous les points qu'il veut aborder. S'il voulait faire une critique sociétale, parentale, de ce que tu veux, il le fait pas ou il le fait mal. Parce que, mais je suis même pas sûr qu'il y avait ça comme dans l'essence du scénar. Je pense pas que les intentions étaient là du tout. Et c'est peut-être des bribes de réécriture parallèle du scénario ou peut-être après, que la réalisatrice ouais, est là-dessus. puis comme nous a dit Paul par rapport au background des sociétés de production, ça a dû être un truc qui a été cuté, recuté, remonté, démonté, remonté, truc qu'on enlève les sons. Ça, je pense que c'est le film standard qui est passé sous 50 monteurs différents pour un truc, sous des visionnages, des revisionnages, et qui en donne un film maintenant sans âme, sans rien. Et ce film ne rend ni hommage à l'œuvre de King, ni hommage au film de Palma. C'est de la merde, quoi. Comme tu l'as dit en préambule, Olive, ce film, on peut le résumer à ça, quoi. C'était de la merde. Mais bon. Servi à renflouer les caisses, mais sinon. Et le pire de ça, comme dit Paul, c'est. Putain, il a marché ce film, quoi. Il a vraiment marché, et même niveau critique, hein. Enfin, les adolescents ont adoré ce film. Ouais, mais les adolescents, c'est con, quoi. Ouais, mais moi, regarde, quand j'étais ado, bah, je l'ai détesté ce film. Alors que pourtant, je regardais, enfin, j'étais vraiment dans ma période film d'horreur, quoi. Et là, non, vraiment, là, le film, je trouve qu'il nous prend vraiment pour des cons. Ouais. Ouais, mais même la case film d'horreur, il la remplit pas. Il y a du gore, quoi. Il remplit la case, tu sais, gore porn. Enfin, qu'on a eu un temps, mais... Et encore, il le fait mal. Je trouve qu'il le fait mal. Pour revenir sur un film qu'on avait déjà traité, Evil Dead 2013, qui est aussi un remake, qui n'est pas le meilleur film de tous les temps, remplit bien mieux son rôle de remake. Mais à côté, Evil Dead 2013, c'est un chef-d'œuvre, attends. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de doute. Et même en dehors de Carrie ou quoi, Evil Dead 2013, ça reste un film, un bon remake, une bonne réadaptation de tous les noms que vous pouvez lui donner. Ça reste un très bon film. Parce qu'il est marrant quand il faut, il fait peur quand il faut. C'est un bon film de genre, et c'est un mauvais remake du film qui voulait rendre hommage. Mais c'est un bon. Tu passes un bon moment devant. Tu ressens des trucs en le voyant. Mais bon, c'est pas tout, les gars. Ça fait 2 heures qu'on parle de Carrie et ça m'en carre le cul. Et bon, bah, c'était notre avis et pas les vôtres sur Carrie. Un grand merci à Paul de Corn Pop. Mais merci à vous. Allez voir sa chaîne, likez, machin, vous connaissez l'histoire. Hein. Mais merci à vous, et aussi il faudrait inviter aussi les gens à aller voir, je suis tombé sur une super vidéo sur Carrie, sur le Brian De Palma, qui retrace un peu tout le parcours du projet. En fait, il faut juste taper sur YouTube Total Remake Carrie, et voilà, et on tombe dessus, et c'est vraiment formidable, c'est très bien fait. C'est un groupe dans l'audiovisuel qui a fait ça, je les connais pas, mais voilà, si on peut leur faire de la pub, parce qu'il y a juste 2000 vues. Eh ben, pas de souci, on mettra ça en fiche. Voilà. Au revoir, likez, commentez, donnez-nous Faites de l'amour la même comme sur la chaîne de Paul et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Merci beaucoup.